Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Quelle belle journée, vous êtes nombreux sur les routes, soyez prudents. Et oui, ça y est, on est en rouge pour les premiers départs en vacances. Nous ne sommes pas encore en vacances, nous on va attendre 13h. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors, on va rappeler les choses, c'est la dernière en direct de la saison. Voilà, il y la aura bonne des nouvelle, c'est rediffusions tout l'été. qu'on reprend tout début septembre. Même horaire, même motif, même punition. Ouais, donc ça même sera, motivation. Ouais, voilà, ça Là, sera ça... 2h le samedi, 11h, 13h. C'est la première fois que ça ne change pas à la rentrée. Alors il y en a qui vont dire, ouais, pourquoi on n'a pas 3h parce que déjà on a 2h, c'est pas mal. Voilà, c'est déjà bien. Et puis on est avec vous et on est très heureux de l'être, évidemment. On va saluer tout de suite Jordan qui est au standard de Sud Radio. Aujourd'hui avec nous également au 0826 300 300. Vous nous rejoignez évidemment pour poser vos questions, échanger. Vous n'hésitez pas dès maintenant. On salue Bastien qui réalise On parle auto depuis le début de cette aventure et qui est avec nous encore aujourd'hui. Et puis on vous salue vous aussi sur la page Facebook de Sud Radio où vous pouvez réagir en direct. Alors au programme de cette belle journée. On va parler vacances. Ah, j'adore. On va parler route des vacances, évidemment, puisqu'on parle d'automobile. Comment préparer son véhicule pour la route des vacances, vous verrez. Alors, on le redit à chaque départ en vacances, il y a des choses essentielles à vérifier. On va refaire un petit checklist avec vous pour ne rien oublier. On parlera départ en vacances avec les voitures électriques, parce que ça risque de poser un problème. Vous avez dit tout à l'heure, ça va être rouge sur la route des vacances. Ça va être rouge très foncé sur les bornes de charge rapide sur les autoroutes, parce qu'il y a de plus en plus de voitures électriques. Il y a plus de bornes, certes, mais ça prend du temps de recharger. Donc on parlera de ça. Est-ce qu'il ne faut pas prévoir sa route des vacances différemment quand on part les jours de grande affluence et qu'on est en voiture électrique? Il faut peut-être essayer de faire ça différemment. Ça sera plus ça. On parlera aussi partir en vacances en voiture ancienne. Très bien. Est-ce que c'est possible ou pas? Ma dodoche. Oui, exactement. Voilà, dodoche, alors on verra que c'est aussi une autre façon de partir en vacances. Ouais. Le trajet, national. Oui, exactement. Le trajet, c'est déjà les vacances. Départemental. Voilà, on peut prévoir des pauses, visites, etc. Et puis descendre en 1, 2, 3 jours, pourquoi pas, en profitant donc des vacances, du trajet, des vacances. Moi, je suis hyper d'accord. On va avoir également un sujet sur la chaleur et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est en canicule, en grosse chaleur aujourd'hui avant l'arrivée des orages. Ouais, chaleur en voiture, qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir et quand on est dans la voiture? On aura des conseils du docteur Christian Requia avec nous. Il est nutritionniste. Vous verrez que par exemple le Coca-Cola et la barre chocolatée dans la voiture, c'est peut-être pas une bonne idée déjà quand il fait 35 degrés à l'extérieur. Déjà ça fond, tu t'en mets plein les doigts. Et puis on parlera de vous évidemment avec toutes vos questions. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. On aura d'ailleurs le dernier auditeur qui s'est calé pour aujourd'hui. Il va nous permettre d'avoir plein de conseils pratico-pratiques sur des choses qu'on fait et qu'il faut éviter de faire. Des erreurs qu'il faut éviter de faire. Des garanties, pas garanties, le pied sur l'embrayage ou pas. Enfin voilà. Ouais. On va parler de tout ça. On parlera aussi d'une faiblesse de Dacia, entre autres, mais pas que. Allez. Ah, puis attendez, l'essai de la semaine. Le Peugeot 3008 hybride, pas hybride rechargeable, hybride. Et surtout avec le nouveau moteur 1,2 litre PureTech. Avec une chaîne pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont un peu déçu du 1,2 litre sans chaîne. Non, je parle de chaîne. Oui, il y a de la chaîne. Ouais, la pas chaîne. De plaisir. Et là, vous êtes bien sur la chaîne Sud Radio. Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de sudradio.fr ou sur la page Facebook de Sud Radio ou bien évidemment sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on parle auto avec vous. On vous attend 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et on commence tout de suite avec la réaction sur la page Facebook du troisième co-animateur de cette émission, Stéphane. Alors, il y a des bonjours déjà de tout le monde, de Chris, de Polo, de Stéphane qui dit qu'il faut créer une radio Sud Auto pour avoir 3 heures d'écoute. Auto Sud. Allez, tout de suite. Non, alors dans les autres bonnes nouvelles, c'est que en fait, Sud Radio devient la radio de tous les Français qui sont au sud de Dunkerque, puisque cet été, il y a une foule d'émetteurs supplémentaires qui vont être ouverts en Bretagne, dans le Nord. Émetteurs, attention Jean-Luc, en DAB+. En DAB+. Ouais. D'ailleurs, on accueille nos amis de la Lorraine cette semaine, qui ont un nouveau DAB+. Eh ben, bonjour aux Lorrains. Et on va pas parler que de la Mirabelle. Salut Lionel Arbelet. Aberlé.
directeur Bonjour. communication, marketing et stratégie de Point S. Ouais, Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Pas encore sur la route des vacances, mais ça va très bien. Alors vous êtes dans votre garage en train de préparer la voiture, j'imagine. Absolument, parce qu'il y a effectivement quelques vérifications d'usage à faire avant de prendre la voiture. Donc je m'y suis collé dès le matin. Voilà, alors on a une petite checklist. On commence, alors comme pour l'apéro, on commence par ce C'est qui moi est... l'apéro. Ouais, c'est ça. On commence par vérifier tout ce qui est liquide. Bah voilà. Absolument. Avant de prendre la route, bien évidemment, on pense au niveau d'huile, c'est extrêmement important. Vu les chaleurs, vous le rappeliez, le liquide de refroidissement, ça évite la petite fumée blanche sur le côté de la route. Ouais. Lionel, je vais sympathique. préciser le niveau d'huile. Attention, vous avez une jauge, il y a un mini, un maxi. Au C'est milieu. pas juste pour décorer. Ouais. On sait que si c'est en dessous du mini, Ça il y va a pas. danger. Mais si c'est au-dessus du maxi, en particulier pour un diesel, il y a danger aussi. Il y a Ouais, risque absolument. d'emballement du moteur. Le mieux, c'est au milieu, Absolument. en fait, non? Ouais, c'est on va dire légèrement en dessous du repère supérieur pour être D'accord. sûr de pas Ok, en super. avoir trop. De ne pas faire d'erreur, tout à fait. Bon indicateur. Voilà. Et puis bien évidemment le liquide lave-glace, parce qu'en général, même si on croise moins de moustiques ces dernières années, c'est quand même plutôt pas mal que d'avoir le liquide lave-glace complet et des essuie-glaces de qualité de façon à pouvoir retirer les sympathiques moustiques qui sont collés sur le Ils se sont pare-brise. réveillés, là. Ouais, Il y en a beaucoup, là. C'est vrai qu'il y en a, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Oui, Moi, mais là, quand il y en a j'ai- beaucoup. Je me souviens quand j'étais jeune dans la voiture de mes parents, quand on faisait 200 km, on arrivait, on Ah voyait oui, plus rien à c'est travers vrai. le pare-brise. D'ailleurs, dans toutes les stations-service, il y a des petites raclettes pour Ouais. nettoyer les pare-brises. Aujourd'hui, Un peu moins. il y a quelques impacts Ah, si, d'insectes. si, si. Moi, quand je suis allé en Normandie la semaine dernière, je m'en suis Ah, pris mais quand en même. hein. Normandie, c'est pour ça. C'est le microclimat normand, sans doute. C'est ça. Ouais. Ah, pas que des moustiques. Bon, alors, on a vérifié les liquides. Après, on va vérifier l'air. Bien évidemment. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de véhicules que par le passé qui ont la climatisation. Donc, il faut être extrêmement vigilant là aussi. Pas hésiter à faire contrôler en atelier, dans le réseau Point, je vais dire par exemple. Oh, au hasard. Mais vraiment au hasard. C'est hein. Au un peu hasard. obligé à faire vérifier effectivement qu'il n'y ait pas une fuite de gaz, parce qu'il faut savoir malgré tout qu'avec une fuite de gaz, il risque d'y avoir des dommages qui vont être sur le système de climatisation, et en particulier sur la courroie, et puis aussi une climatisation qui n'est pas correctement entretenue, c'est aussi de la consommation de carburant en plus. Ouais. Et puis dans les- Puis il y a toutes les petites bactéries qui se développent dans le réseau de clim. C'est pour ça qu'il faut la faire absolument. tourner toute l'année, en fait. Ouais. Il faut la faire tourner toute l'année. Puis les bons conseils qu'on peut donner sur la route des vacances, c'est si vous laissez la voiture au chaud, faites les premiers petits kilomètres, les vitres ouvertes de façon à pas tirer sur la climatisation. Et à l'inverse, sur autoroute, dès que vous passez les 100 km/h, fermez les fenêtres, mettez la climatisation, vous consommez Et moins puis, de carburant qu'avec Recyclage d'air intérieur quand on fait la clim. hein. Absolument. Oui, que oui, sinon, s'il fait 35 ouais, dehors, vous... Recyclage d'air Ouais, intérieur. ouais, exactement. Ça pompe moins. Et contrairement, effectivement, comme l'a dit Lionel, contrairement à une idée reçue, à 130 sur l'autoroute, on consomme moins avec la clim que si on ouvre les fenêtres. Absolument. Parce que tout à fait. l'aérodynamique est très dégradée par la fenêtre ouverte et la clim consomme moins. En plus, la clim, vous pouvez faire un petit truc, quand vous êtes dans une côte, vous la coupez et dans la descente, vous la mettez, elle est gratos. Bah oui. Eh oui, puisque pas c'est le faux. moteur. Ah bah voilà, vous êtes sur le frein moteur, Oui. donc ça entraîne le compresseur de clim, ça vous coûte rien. C'est homme Absolument. est étonnant. Ah, voilà. Ce mec, c'est tout. Absolument. Ah, alors, Ce sont des petites économies. Bon, vous allez me dire, et si je suis en Belgique et que c'est plat, je fais comment? Vous laissez la clim allumée. Bon, alors, on a vu l'air de la clim, mais il y a l'air dans les pneus. Alors ça, c'est quand même la grosse négligence du départ en vacances. Il y a combien de voitures qui partent en vacances sous-gonflées? On pense en moyenne qu'on est sur 25% du parc qui part sous-gonflé. Alors normalement, ça ne devrait pas se produire parce qu'une voiture rentre en atelier une fois par an et le contrôle de la pression doit être fait à ce moment-là. Mais n'hésitez pas, tous les professionnels du secteur sont à votre disposition, à mon avis, sur ces départs en vacances, justement pour regonfler les pneus. Je veux dire que quand le véhicule est chargé, il ne faut pas hésiter à rajouter 0,3 bar par rapport à la pression À froid, hein. du véhicule à froid, tout à fait, toujours à froid sur le sur le pneu. Et si on l'a pas fait à froid et qu'on a déjà un petit peu roulé sur l'autoroute, on fait comment? On peut quand même le faire, voilà. Faut pas Et pas on met non un plus petit peu faire plomber. plus quand les pneus sont chauds? Il est conseillé de mettre un petit peu plus, mais même essayer de mémoriser juste le 0,3 bar, et ce sera déjà parfait, clairement. D'accord. C'est quoi les risques de rouler sous-gonflé comme aujourd'hui par des fortes températures? En plus, en général, on a des voitures qui sont un peu chargées quand on part en vacances. Absolument. Parce que vous prenez votre belle-mère? Ça, c'est pas joli. Bah non, elle est dans un coffre sur le toit, mais c'est vrai que ça pèse quand même. Et effectivement, il faut aussi vérifier que le coffre de toit soit bien fixé. Ça évite quelques soucis. Effectivement, le risque, il est réellement sécuritaire sur la tenue de route et la distance de freinage.
Donc il faut être réellement vigilant effectivement sur la pression des pneus. Ouais, pneumatique. Est-ce que, tiens, on va parler de point S au hasard. Est-ce que pour les départs en vacances, il y a des offres particulières pour ceux, parce que c'est la grande période où on change ses pneumatiques. Normalement, on a parce dû que le faire pendant avant. l'année, on s'en occupe pas, puis au moment de partir en vacances, on se dit oh là, oui, ils sont Surtout pour usés. ceux qui vont partir dans une semaine, 2 ou 3. Ouais, c'est ça. Ils ont le temps. Au mois d'août. Ouais. Il y a 68% des Français qui vont partir en voiture en vacances cette année. Il y en a 90 qui prévoient de préparer les voitures, donc c'est important. Et effectivement, mais je dirais que d'une façon générale, tous les professionnels du secteur, moyennant rémunération ou non, entre guillemets, mais sont là pour contrôler le véhicule et la mise à la route. Nous, chez Point S, on est des commerçants de proximité, donc on connaît nos clients et c'est un service qui est très rarement payant. Ah oui, c'est la différence par rapport aux autres grands réseaux. Bon, je vais citer des concurrents. Noroto, Feu Vert, c'est pas aussi de proximité que Point S. Systématique. Non, c'est pas systématique. Mais je dirais que voilà, ça prend peu de temps aux professionnels, puis ça permet de conseiller ses clients et puis de les faire prendre la route en toute sécurité. Ce qui est important parce qu'on est là effectivement pour assurer la sécurité entre guillemets du véhicule, mais surtout des passagers. Donc c'est quelque chose qui pour nous est un peu inné. Ouais. On n'oubliera pas non plus dans la liste des commissions le triangle, le gilet. Les jaunes, bien évidemment. Voilà. Et puis surtout, on n'oublie pas l'eau. Ouais. Pour les gens mais qui ça, sont à on en parlera à la fin de l'émission avec Christian. Oui, on en parlera avec Christian Recchia qui nous expliquera qu'il faut boire beaucoup. Voilà. Alors, on va rappeler pour le gilet jaune, contrairement aux manifestations auparavant, là, le gilet jaune, on le met avant de descendre de la voiture. Absolument. Et le triangle, on ne le met pas sur autoroute. Voilà, on ne le met pas sur autoroute parce que s'il y a un camion qui passe, bon normalement là ce week-end il n'y a pas de camion qui circule, mais s'il y a un véhicule qui circule à grande vitesse et que le triangle est à peu près, il peut s'envoler et ça fait un objet dangereux. Tu as des gens qui roulent en semaine et puis une autre particularité parce que tu parlais du triangle, c'est si vous arrivez sur un lieu d'accident, vous faites vous décalez quand il y a un camion qui vient aider, comment on appelle ça, sur l'autoroute. Un patrouilleur. Oui, voilà. patrouilleur. Décalez-vous, même s'il y a du monde, vous décalez, vous faites ce qu'on appelle le truc de sécurité là pour ne pas, une fois de plus, foncer dans les patrouilleurs, surtout ceux qui ont des grosses voitures ou des gros camions. Oui. Parce que ça éviterait des morts cet été, ce serait cool. Point S, vous faites du pare-brise aussi maintenant. On fait du pare-brise, donc là aussi, bien évidemment, c'est en même temps qu'on contrôle ces balais d'essuie-glace, pas hésiter à regarder le pare-brise, voir s'il n'y a pas d'impact. On ne va pas faire le fameux écrac que tout le monde connaît maintenant, mais voilà, et éviter une fissure pendant le temps de parcours pour descendre en vacances. C'est toujours triste. Une chose qu'on oublie aussi souvent pendant la période estivale, parce qu'il fait très beau et très jour, entre guillemets, c'est le système d'éclairage du véhicule. Bien prendre le temps aussi, avant de prendre la route, de vérifier que tous les feux fonctionnent et les clignotants qu'on doit utiliser à chaque fois qu'on dépasse. D'accord. Question de Norbert qui est sur Facebook. Petite dernière sur la clim. D'où viennent les mauvaises odeurs quand on a des filtres neufs? Question posée sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, ça peut effectivement être sur le circuit de clim où il peut y avoir des bactéries. Ça se traite tout simplement par un antibactérien qui est injecté à l'intérieur du système et qui permet de faire disparaître ces petites bactéries malodorantes. Et doit-on avoir un extincteur dans sa voiture? C'est préférable. C'est pas obligatoire, mais c'est préférable. À part les voitures de société où c'est obligatoire, mais c'est question de Stéphane. Mais c'est une bonne question. C'est que d'autres pays européens ont une législation beaucoup plus stricte à ce niveau-là. En France, c'est pas encore le cas, mais on peut imaginer que ça le devienne un jour. Oui, puis ça vaut vraiment pas cher. Un petit extincteur là, de 1 ou 2 kilos, ça beaucoup coûte de questions. Didier qui dit il me semble que max 5 degrés en dessous de la température extérieure pour la clim. Oui, alors on verra ça avec Christian Recchia qui nous expliquera tout à l'heure. Comment on chope pas un rhume, comment on n'arrive pas malade en vacances. Lionel Aberlé, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci. Plaisir, c'est moi. Merci beaucoup et bonnes vacances à vos auditeurs. Et puis pas de stress pour les vacances. Il y a Point S. Directeur communication, marketing et stratégie de Point S. On vous embrasse. Allez, à suivre. À tous les deux, au revoir. Pascal qui a composé le 0826 300 300 et qui a une question à poser à l'ami Jean-Luc. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Dans quelques minutes, on va essayer tout du moins, l'ami Jean-Luc, la fameuse Peugeot 3008, 1,2 litre hybride 136. Mais juste avant, vous le savez, cette émission est la vôtre, 0826 300 300. On vous accueille pour vos questions. Salut Pascal.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Pascal. Comment ça va? Ça va très bien. Ça s'entend, vous êtes où? En région parisienne, dans le 78. Où l'on écoute Sud Radio sur le 99.9. On C'est ça même. On vous Êtes écoute. bloqué dans les bouchons. Écoutez Sud Radio. Ça me rappelle ma jeunesse d'une autre radio. Oui, FM, moi aussi, commencé qui par était- F. Ouais, c'est ça. Qui se terminait par P, comme Perrault. On vous écoute comme Pascal d'ailleurs. D'accord, oui. Mais alors moi j'ai une petite question qui me turlupine depuis quelque temps. C'est pourquoi dans toutes les séries et tous les films, le héros ou la héroïne se promène toujours en Volvo 240 alors que Ça- c'est pas une voiture hyper fréquente. Ah bah pas hyper fréquente, si, parce que la production, elle a quand même été énorme. Hein. 2,8 millions de voitures en 19 années de production. Donc des Volvo 240. C'est il des y en a eu Youngtimers maintenant. beaucoup. Exactement, Ah, on a un Cédric, auditeur, sur la Cédric, page Facebook qui nous de dit Sud quand Radio. est-ce que vous parlez de Youngtimer. Alors, je me suis dit, tiens, pour faire le tour de la question, je vais appeler un confrère, on appelle un ami, et j'ai appelé Thierry Réaubourg, qui est journaliste. Il collectionne en plus les Volvo 240 break. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Salut, Thierry. Et il travaille aussi pour Youngtimer Magazine. Ah bah voilà. Alors, Donc la ça, boucle- c'est la boucle est bouclée. pour Cédric, Voilà. parce que Cédric nous demande régulièrement une chronique Youngtimer, mais non, on a Classic Car dans lesquels on fait du Youngtimer. Voilà. Alors, Thierry, vous êtes donc un héros puisque vous roulez en Volvo 240. Depuis une quinzaine d'années, oui. Et ça va, c'est pas trop difficile? Non, au contraire, Ah ouais. c'est la meilleure voiture du monde. Allez. Ah bah voilà. Tiens, vous avez un élément de réponse, Pascal. Déjà parce que c'est la meilleure voiture du monde. Comme ça, les méchants tombent en panne avec des méchants de berline allemandes et les gentils ils sont pas en panne avec les Volvo. Non, mais comment on pourrait expliquer, Thierry, justement cette image très positive qu'a La Volvo la 240 Break. Alors, il faut savoir que c'est une histoire aussi assez particulière entre la 240 et les États-Unis, plus particulièrement, parce que là-bas, cette voiture a été primée pour de nombreuses innovations sécuritaires. C'était par exemple la première voiture à avoir des barres de renfort dans les portières, des colonnes de direction rétractables, les appuis-tête anti-coup du lapin, etc., etc. Et donc, elle a toujours eu cette image un peu de voiture de protectrice de la bonne famille moyenne américaine. Protectrice Donc, et écolo, puisqu'il y avait des catalyseurs déjà Il y sur avait ces déjà des voitures-là, catalyseurs. bien avant que ce soit obligatoire. Bien avant que ça soit obligatoire, évidemment, la fameuse sonde lambda qu'on voit Ouais. sur la calandre de certains exemplaires. Donc oui, c'est la voiture un peu de bonne famille, la voiture rassurante. C'est pas la voiture non plus ostentatoire. C'est presque la voiture anti-héros finalement, puisque elle n'a pas ce côté prestigieux qu'ont forcément les Jaguars par exemple, Ouais, bah, ou elle les est pas- Range Rover ou des choses comme ça. Elle n'est pas agressive, donc ça explique que les héros gentils roulent dans une voiture gentille. Et d'ailleurs, alors, Gentille. moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça roule une 240 Avec des break. roues. Est-ce que c'est gentil c'est quoi les sensations au volant? C'est quoi les qualités de la voiture? Alors les sensations, je vais être clair tout de suite, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas violent. C'est un bon gros moteur essence 2 litres ou 2 litres 3. Alors il y a eu quelques diesels aussi en 6 cylindres. Je fais la parenthèse, c'était d'ailleurs le premier 6 cylindres diesel sur une voiture de série. Bon, c'est un moteur de Volkswagen utilitaire, donc c'était un peu poussif, 82 chevaux. C'est pas ce qu'on appelait un veau. Ouais, si, c'est entre vrai. nous, La hein. Volvo, voilà, en 2 mots. Volvo, un ouais. veau. Non, les sensations de conduite, il y en a pas énormément. Par contre, c'est une voiture qui est vraiment la voiture à tout faire. Vous parliez de départ en vacances. Moi, par exemple, je pars en vacances avec, je charge. Ouais, en je plus, il y a de la dors même place, il y a de la dedans. place dedans Il y a quand de la même. place, il y a beaucoup de place dans le coffre, surtout les places arrière un petit peu moins, sauf si pour les adultes c'est pas si Ah ouais. logeable que ça. Oui. Ils ont mis plutôt le volume sur le coffre. Mais le coffre, par exemple, le Mans Classique qui a eu lieu la semaine dernière, c'est le genre de voiture. Vous y allez, vous rabattez la banquette, vous mettez un matelas et vous dormez dedans. Il n'y a aucun souci, il y a de la place. D'accord. En termes de C'est fiabilité, parce que tout à l'heure on a évoqué la fiabilité en se disant, alors il y a Bien sûr. certaines, ça reste une Volvo qui a le record du monde de distance parcourue. Hein. C'est Ouais, une P1800, je crois qu'elle a, elle 5 doit millions et quelques. Mhm. ouais, doit être pas loin de 6 millions parce que c'est la fille de l'ancien propriétaire qui est décédé depuis. Il est
mort avant sa voiture, en fait. Oui, exactement. Voilà. Sa voiture. On a 1900. des Volvo 240 qui ont passé le million de kilomètres largement. Ouais. 1 million et demi, ça existe aussi. Il y a aucun souci là-dessus. C'est indestructible. C'est un moteur quasi agricole. C'est pas des moteurs qui prennent les tours, donc c'est pas des moteurs que l'on sollicite énormément. C'est des mécaniques simples. Il n'y a pas d'électronique ou très très peu. Donc c'est mécaniquement incassable et c'est aussi dimensionné au niveau des trains roulants, de la boîte de vitesse, etc. Donc avec un entretien, j'allais dire basique, la voiture va vous emmener au bout du monde. Voilà. C'est des voitures qui ont 30 ans aujourd'hui pour les plus jeunes et ça roule et ça roule et ça roule et je pense qu'on les verra dans 30 ans encore. Ouais, vous en avez 2, c'est ça? J'en ai 2, j'en ai une de 91 et une plus ancienne de 79. Voilà, ouais. Le petit côté collection avec ses pare-chocs en inox. Il y a pas mal de réactions sur la page Facebook de Sud Radio où on nous dit Volvo carrosserie très solide. La 240R était là avant la R56. La R, vous parlez de 240R, il n'y a pas eu de 240R. Ah, alors Stéphane, il faut enlever le R sur la page Facebook, vos classiques. On nous dit que c'est un vrai avion. Enfin voilà, tout le monde est assez d'accord avec vous. Hein, en revanche, il y a eu la 245T qui a été équipée d'un turbo. Il y a eu la 245 turbo, oui, dans les années fin des années 80. Premier break équipé d'un turbo, d'ailleurs. Un turbo qui faisait dans les 150 chevaux, qui marchait très bien et qui consommait beaucoup aussi. C'était facile, un 17 litres au 100 quand on enquillait à 160, 170 à l'époque sur les autoroutes. Donc le réservoir se vidait très vite. Pascal, qui est avec nous et qui a posé la question, vous êtes ravi de la réponse, j'imagine? Oui, ça m'a un peu renseigné quand même sur le pourquoi du comment. Ouais. Est-ce que vous allez acheter une voiture de super-héros alors? Bon, non, pas spécialement. Non, c'est trop grand pour moi, quoi, en fait. Et vous savez que Volvo, mais même Volvo aujourd'hui est reconnu comme étant une des marques les plus sécuritaires, en fait. Ils ont pratiquement zéro accident. Enfin, ils essayent de faire pas mal de choses. Alors, on va mettre quelques bémols à ça, parce que si on revient, 8 ans en arrière, Volvo a dit en 2020 et plus personne ne mourra au volant d'une Volvo. Bon, voilà, ils ont été un petit peu prétentieux. Ouais, mais enfin, ils ont quand même pas mal de bons résultats. Oui, ils ont des bons résultats. Ils travaillent la sécurité, en tout cas. Ils ont été les premiers à travailler la sécurité. Ouais, tout à fait. C'est les inventeurs de la ceinture 3 points, voilà, par exemple, notamment. Bon, en tout cas, en 3 points, je vous dis bon week-end. Bonnes vacances alors à tous. Thierry, vous partez en break, Volvo. Je pars en break, je pars avec le break. Et vous partez où? En Charente. Ah, où ça? Du côté de Bassac, je ne sais pas si vous connaissez, à côté de Jarnac. Oui, ça, voilà. Bon, attention, vous allez prendre un sacré coup. Oui. Allez, on vous embrasse. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Thierry, au revoir Pascal. Et Jarnac, je crois en plus que c'était le village de M. Mitterrand, non? Jarnac, il me semble, il y a le musée Mitterrand là-bas. Bon, au revoir à Pascal et au revoir à Thierry, parce qu'il était originaire de Jarnac, en fait, il y a vécu longtemps, avant d'être président. Thierry Réaubourg, journaliste et collectionneur de Volvo 240 Break. On est avec vous et dans quelques instants, on va faire l'essai de la semaine avec l'ami Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et alors, juste avant de prendre le volant de l'essai de la semaine, l'ami Jean-Luc, nous avons notre troisième co-animateur Stéphane qui réagit au fait que si la R existait, et il a raison, parce qu'il dit que c'était la 240 R Sport. D'accord. Pour la Volvo Break dont on parlait. Oui, mais il faut savoir dire les choses. Bon, alors on va pas parler de sport, on va parler de la Peugeot 3008. Stéphane, je vous ai vengé. Qui est un carton absolu depuis la seconde génération qui avait été présentée en 2016. C'est vrai que c'est une voiture qui est assez sexy, mais au fil du temps, il y a 2 défauts qui sont apparus. La fiabilité moyenne du moteur essence 1 litre de PureTech, et quand je dis moyenne, je mets des guillemets, et plus récemment, l'absence de motorisation hybride simple. Cette nouvelle version entend corriger les défauts. Attention, quand je dis nouvelle, c'est pas le nouveau 3008. Il sera commercialisé en 2024, le nouveau 3008. Donc, celui-là, il n'y a rien qui change esthétiquement par rapport à celui que vous connaissez. Toujours 4,46 m de long, toujours un grand coffre, toujours un intérieur vaste, toujours la même ligne, mais elle est séduisante. Elle n'a pas beaucoup vieilli, d'ailleurs, depuis 2016. Il y a eu un petit restylage, mais ça reste un véhicule qui est totalement dans l'air du temps. Ce qui change, c'est donc ce qu'il y a sous le capot.
Pau. Nouveau moteur, attention, nouveau moteur 1,2 litre avec chaîne de distribution et plus courroie humide, turbo à géométrie variable, injection 350 bars, fonctionnement en cycle Miller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des phases de roulage où on réclame pas la puissance totale, on a un cycle de fonctionnement qui est légèrement différent, qui permet de faire des économies de carburant. Alors la puissance augmente assez peu, 136 chevaux, mais je pense que les ingénieurs ont voulu justement privilégier la fiabilité parce qu'ils auraient pu largement tirer plus de 150 chevaux de ce moteur. En plus, ce moteur, eh bien, il est aidé par un petit moteur électrique en 48 volts qui est intégré à la boîte de vitesse. Alors, c'est plus une boîte de vitesse automatique comme la EAT6 qu'on connaissait sur le 3008. C'est cette fois une boîte avec double embrayage, plus un embrayage entre le moteur et la boîte de vitesse. En roulage électrique, comme ça, on déconnecte le moteur thermique. Il y a une petite batterie lithium-ion de 0,8 kWh, c'est 0,4 kWh utile, c'est pas beaucoup. Et ce petit moteur électrique, il aide, il fait 28 chevaux, c'est pas énorme, mais il y a surtout 55 Nm de couple en plus. À l'intérieur, bon, il n'y a pas grand-chose qui change non plus. L'instrumentation évolue seulement avec un indicateur de charge et de décharge de la batterie, et puis un affichage des flux d'énergie. Bref, ça reste. C'est vrai que l'intérieur du 3008 était sympa aussi. Pourquoi changer? Une équipe qui gagne, quoique le nouveau révolutionnera complètement ce qu'on appelle l'interface homme-machine. On en reparlera donc à la rentrée prochaine. Démarrage en douceur. C'est ça, avec l'aide du moteur électrique par rapport à l'ancien. Car l'apport est non négligeable pour le petit moteur 1,2 litre. Il avait plutôt tendance, l'ancienne génération du 1,2 litre PureTech, à être un tout petit peu creux à très bas régime. Et là, on a le couple supplémentaire du moteur électrique, c'est bien. On ne ressent pas les transitions ni les passages de rapport. On a juste le bruit des actionneurs électriques. Ça fait un peu garde des étoiles à bord. Quand on roule doucement, c'est... on se dit, tiens, R2D2 est caché quelque part dans la voiture. C'est la seule chose. En revanche, on a un frein moteur électrique qui est très marqué. C'est la régénération, du moins quand la batterie n'est pas pleine, parce que quand la batterie est pleine, on a le frein moteur normal. Là, je vous le résume rapidement, mais le fonctionnement est assez sophistiqué, parce que ça a beau être un système en 48 volts, Peugeot dit c'est du full hybride, c'est vrai qu'on n'en est pas loin. Bon, sur route, l'augmentation de puissance n'est pas très sensible, hein. Les accélérations sont honnêtes, sans plus, 0 à 100, ce que j'ai mesuré en 10 secondes. Les relances sont un peu meilleures qu'avec la génération précédente, grâce au couple du petit moteur électrique. Bon, la voiture pèse quand même 1478 kg, mais c'est une Peugeot 3008, donc elle est très dynamique. Ça, c'est un des gros avantages. Quand on a du roulage, c'est là l'intérêt de l'hybridation. Quand on a du roulage, alors en tout électrique, c'est très court, hein, c'est moins d'1 kilomètre, mais 50% du temps en ville, on est en zéro émission, c'est-à-dire le moteur thermique coupé. Ça permet d'économiser, selon Peugeot, 2,5 litres au 100 km. Alors moi, j'ai mesuré sur des petites routes, j'ai pas fait d'autoroute, j'ai mesuré 6,8 litres au 100, je trouve que c'est beaucoup. L'homologation, c'est 5,7 litres, donc on est plus d'1 litre au-dessus de l'homologation. J'ai été un peu déçu, je m'attendais à consommer moins que ça. Bon, l'intérêt quand même, c'est que avec le chiffre d'homologation assez bas, on a un malus qui est tout petit, puisqu'on n'a que 126 grammes de CO2. Donc en fait, cette version qui est 1 500 € plus chère que le 1 litre de PureTech actuel a... faut le prendre, quoi. Faut choisir celui-là, quoi. Il n'y a pas à hésiter, puisque déjà le malus vous paye la moitié un peu plus de la moitié du supplément. Puisque le 1 litre 2 normal, il a un malus beaucoup plus élevé. Donc déjà, vous récupérez la moitié. Il est moins solide. Enfin, il est moins. Vous avez la fiabilité là du nouveau moteur, et puis vous avez la consommation qui est quand même plus basse qu'avec le 1 litre 2 normal. Donc on arrive à rembourser très rapidement ce supplément. La finition GT que j'avais à l'essai coûte 43 770 €. On est parfaitement dans les prix du marché. Ça reste une voiture sexy et qui gomme les deux principaux défauts de la précédente. Bon, on attendra avec impatience le nouveau modèle 2024. Qui arrivera en 2024. Qui arrivera en 2024. Mais c'est un peu dommage que Peugeot ait fait que la moitié du boulot. L'hybridation 48 volts, ça marche bien, mais c'est pas une hybridation Toyota, par exemple. Bon. Voilà, en tout cas merci, et la vidéo complète que vous avez pu voir en extrait grâce à la diffusion de Bastien, notre réalisateur, sur la page Facebook de Sud Radio, sera disponible et sur la page sudradio.fr, le site internet, mais évidemment et surtout sur la page YouTube de Sud Radio. Vous allez pouvoir continuer de nous suivre ou de nous réécouter en podcast tout l'été également. Sud Radio, on parle auto.
et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et puis évidemment, vous le savez, on vous l'a annoncé, nous sommes sur la dernière émission en direct de la saison. Si vous voulez intervenir, partager notre émission, poser des questions pour la rentrée, vous pouvez nous écrire tout de suite, dès maintenant, ne tardez pas. Je participe @sudradio.fr, vous mettez On parle auto et vous nous expliquez votre souci ou votre question et on vous rappellera pour les émissions qui reprennent le 2 septembre. Voilà. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. J'ai adoré le voilà. Allez, faut-il repenser la recharge du véhicule électrique sur autoroute pour les départs en vacances? On accueille Jérôme Arnaud, directeur général chez IES Synergie. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous deux, bonjour, ravi de participer à cette dernière de la saison. Ouais, alors c'est quoi IES et Synergie? Alors IES Synergie, c'est un fabricant français de bornes de recharge pour véhicules électriques qui sont utilisés soit en voirie, vous les retrouvez dans les rues quand vous chargez en ville, soit dans les entreprises de toutes sortes, y compris des concessions automobiles, ou dans les dépôts des sociétés de transport, que ce soit des bus et des cars ou encore des poids lourds. D'accord. Alors, on est basé à Saint-Onef, près de Montpellier, et on emploie 170 personnes. Et depuis que l'on existe, nous avons installé plus de 16 000 bornes dans plus de 50 pays. D'accord. Alors c'est marrant qu'un fabricant de bornes parle de l'anxiété de la recharge, parce qu'en gros c'est ça, quoi. L'anxiété de la recharge pendant les départs en vacances. Expliquez-nous ce que c'est. Alors oui, alors tout à fait. Alors c'est ce que les anglo-saxons appellent le range anxiety. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a environ 1,3 million d'autos électriques là qui sont sur le parc aujourd'hui. Et en mai, il s'est vendu 12% des voitures neuves étaient des voitures électriques. Donc tout ceci, c'est un véritable engouement. Tout ceci fait que nous avons des nouveaux propriétaires de véhicules électriques pour qui, probablement, ce long trajet va être le premier départ en vacances en voiture électrique. Ouais. Exactement. Et donc, forcément, et ils ne seront pas les seuls, donc ils peuvent se poser des questions, surtout que on voit souvent les images des stations essence déjà surchargées à ces époques-là. Et le déploiement et l'augmentation du nombre de stations de recharge sur autoroute est assez récent. Maintenant... Alors, il faut peut-être préciser aussi que même avec les bornes de recharge qu'on appelle rapides, voire ultra rapides sur autoroute, les temps de charge sont rarement ceux annoncés dans les catalogues promotionnels des constructeurs pour plusieurs raisons. D'abord, là, en ce moment, il va faire très chaud. Et quand il fait très chaud, une voiture électrique, ça charge moins vite. Et puis souvent, les puissances de charge qui sont indiquées sont les puissances de charge maxi. Et il y a des véhicules où cette puissance de charge maxi, elle est qu'à un certain pourcentage de la batterie et elle dure très peu de temps. Donc en fait, on a des temps, on vous annonce en général, vous me corrigez si je me trompe, 10-80% en grosso modo une demi-heure. Avec les conditions là, ça va être beaucoup plus que ça en fait. Alors, en fait, oui, il peut y avoir quelques risques quand on arrive sur une station de recharge. En effet, le fait que d'abord elle soit surchargée, donc là vous faites la queue, ou que la charge soit en effet plus lente que ce qui est annoncé ou affiché en tout cas sur le haut de la borne. Alors oui, vous dites bien, on recharge de 10 à 80%. Et la puissance affichée, déjà, elle ne va pas forcément être disponible parce que si toutes les bornes sont en train de charger à plein, il n'y a pas forcément la puissance d'électricité qui arrive sur le site suffisante pour cette situation. Ça, c'est le premier cas qui peut limiter. Le second, en effet, c'est la chimie de la batterie, la température, en effet, comme vous l'avez cité, qui peuvent réduire la vitesse de charge et on ne se charge vraiment à pleine puissance que lors des premières minutes. Ensuite, ça tombe assez rapidement. C'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser 80 parce qu'en fait, pour aller à 80, ça charge relativement rapidement et les 20% qui restent, en fait, on perdrait autant de temps que pour avoir chargé 80%. Exactement. Alors autant c'est peut-être un tout niveau. En tout cas, ça chute carrément de moitié ou de rapport 4. J'aime bien l'image que donne Elon Musk, qui est un petit auto-entrepreneur qui vient de débuter. Il dit imaginez une batterie, c'est comme un parking de supermarché. Quand on arrive que le parking est vide, on se gare tout de suite. Et quand le parking est plein, on tourne. C'est pareil pour les ions dans la batterie. En fait, ils cherchent une place, donc ils tournent. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Vous disiez aussi, Jean-Luc, que c'était pas bon pour les batteries de les charger à 100% tout le temps. Non, mais de toute façon, vous ne pouvez pas, par construction, les charger jusqu'à 100%. D'accord. Maintenant, ils ont mis en effet
C'est un faux 100% maintenant, le 100%. Jérôme, alors vous proposez, en gros, vous êtes en train de nous dire, ça va juste être l'horreur. Partez demain si vous avez une voiture pendant tous les électrique. week-ends du chassé-croisé des vacances ou même des départs en vacances sans forcément chassé-croisé aux stations de recharge des autoroutes. Alors vous proposez une autre solution. Alors oui, tout à fait. Alors déjà, moi, je vous recommande d'utiliser les applis qui sont disponibles pour avoir les tas. Aussi, il y a les bornes en panne, mais je pense que là, tout le monde va les réparer très rapidement si c'était le cas. Donc là, vous avez les applis, que ce soit ChargeMap, PlugShare, NextShare, BetterRoute Planner, KiwiPass, FreshMile, il y en a plein. Ou les opérateurs auxquels certains automobilistes sont plus abonnés, tels que DriveEco, EasyVia, EasyCharge, Total Energy. Je vous fais la longue liste, Allego, Station E, Electra, Unity. Tous ces gens-là, ils ont des apps qui vont vous permettre de voir l'état du réseau de manière assez riche. Mais en effet, il y a même des voitures qui planifient le trajet en fonction de la consommation du véhicule et puis justement de la disponibilité des points de recharge. Oui, exactement. Probablement celle de la marque dont vous faisiez référence. Non, mais il y a d'autres marques maintenant qui sont arrivées. Il y a des planificateurs pratiquement sur tous les nouveaux modèles électriques. Exactement. Mais la difficulté, c'est d'avoir l'état de bande disponible avec un qui circule bien. Et puis, on ne peut pas prévoir combien de temps celui qui est branché va rester branché en plus. C'est ça, le meilleur planificateur du monde et la meilleure intelligence artificielle ne pourra pas prévoir ça. Voilà. Donc en effet, moi je propose de changer de paradigme et moi c'est un propriétaire de véhicule électrique qui a parcouru plus de 250 000 km en full électrique qui vous parle. Oui. Et il faut arrêter de raisonner avec le schéma de distribution de carburant actuel. C'est-à-dire considérer qu'il faut aller d'un point A à un point B longue distance. Alors déjà, il y aura probablement des embouteillages ces jours-là, mais ça, que ce soit électrique ou thermique, je pense qu'on a à peu près la même situation. Mais plutôt d'envisager d'associer le temps de recharge à un temps qui peut être utile, voire agréable. Et en se rechargeant dans des endroits où l'expérience, en dehors de ces périodes de pic, typiquement, sera plus agréable que sur une aire d'autoroute. Donc sans perdre trop de temps, parce que la différence, on l'a vu, n'est pas proportionnelle à la puissance de charge, à la puissance annoncée sur la borne. Donc vous pouvez trouver des bornes de 50 kW, vous pouvez trouver des bornes de 100 kW en dehors des aires d'autoroute, et un peu en prenant les chemins de traverse, et profiter de ce temps pour soit se restaurer, visiter un lieu. Ouais, perso, vous faites quoi Perso, vous faites quoi? Vous regardez sur votre itinéraire à peu près à l'horaire où vous allez, par exemple, vous arrêter déjeuner, ce qu'il peut y avoir comme borne dans l'environnement autour de l'autoroute. Vous sortez, vous allez déjeuner, vous branchez une borne en dehors. C'est ça? Oui. Et où je fais mes mails si je suis non pas en vacances, mais plutôt dans une période de travail, etc. Et en fait, j'arrive moins fatigué. Et j'arrive avec le temps. Alors certes, j'ai pris peut-être un peu plus de temps pour aller du point A au point B, mais le temps que j'ai passé à charger n'était pas du temps perdu. D'accord. Et quand on est en famille avec des enfants, on peut faire aussi des activités qui vont leur plaire et en fait retrouver ce temps où le trajet était déjà une composante agréable des vacances en quelque sorte. Oui. On va revenir. Tout à l'heure, on va parler du départ en vacances en voiture ancienne. On va revenir au départ en vacances en voiture ancienne avec la voiture électrique. Avec le pique-nique. Non, mais là, ce sera plus compliqué d'avoir une borne pendant le pique-nique. Voilà. Après, on avait fait, nous, un rendez-vous sur les bornes avec Waze, qui a changé aussi pas mal de choses. Et on est quand même nombreux à utiliser Waze, ou sur maintenant les maps, un peu des téléphones, tout ce qui sont. Il y a les bornes électriques qui sont annoncées, où on peut faire le parcours en fonction aussi. Donc ça, c'est très pratique également. Oui, mais annoncé, mais vous ne savez pas combien de temps celui qui est branché, il va rester branché. C'est ça, en fait. Oui, mais ça existe. C'est quand même, on est un peu moins dans le flou qu'avant. Voilà, on peut quand même faire son trajet. Et il y a quand même une densité, enfin un nombre de bornes par site qui a pas mal grandi, qui permet quand même je pense que globalement, c'est vraiment le premier chassé-croisé où il y a autant de monde en véhicule électrique et autant de bornes disponibles. Donc, on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour dire si ça va bien se passer, mal se passer. Et vous savez quoi, Jérôme? On refait un point en septembre, à la fin des vacances avec vous, et on fera un débriefing. C'est comme ça que ça s'appelle. Exactement, avec un retour d'expérience. Rappelez aussi qu'une conduite dans les limites de vitesse permet d'optimiser le temps global, parce qu'au final, aller plus vite, on le repère en temps de charge généralement.
Donc, c'est plus de sécurité. Et vous parliez tout à l'heure des embouteillages. La voiture électrique a au moins cet avantage dans l'embouteillage, c'est que d'abord elle pollue pas et elle consomme moins, beaucoup moins que la voiture thermique. Donc c'est exactement. Voire parfois la départementale ou la nationale. Oui, on va plus vite. À 90 à l'heure, comme on consomme beaucoup moins. On va avoir moins de besoin de temps de charge, peut être une alternative intéressante. Bon, mais super. Bon, génial. Écoutez, bon rendez-vous à la rentrée, Jérôme, alors. Merci et bonnes vacances à vous aussi. Et bon départ en vacances. Et vous avez quoi comme voiture électrique, si c'est pas indiscret ? Je crois qu'elle a été fabriquée par la personne que vous avez citée. Ah, d'accord. Oui. Elon quelque chose, là, voilà. Exactement. Ça commence par un T. C'est ça. Voilà. Mais il y a des très bons véhicules français également dans notre entreprise. On a un peu de tout. Et donc la Mégane, E-Tech, par exemple, de Renault, la 208 également de chez Peugeot. Qui fait des très belles voitures. Voilà. Après, il y a les Volkswagen. Enfin, on connaît bien parce qu'on a un homme ici à la radio qui essaye beaucoup de voitures toute l'année. Je l'écoute. Et je vous rappelle que tous les essais sont disponibles sur la page YouTube de Sud Radio. Avant de vous quitter, il y a Stéphane qui dit grande question, si on tombe en panne sèche, c'est sur la page Facebook de Sud Radio, en voiture électrique, que doit-on faire ? Y a-t-il des véhicules de dépannage qui viennent nous recharger ? Il y a des véhicules d'assistance. Le grand classique, c'est quand même de partir sur le plateau de la dépanneuse qui vous dépose à une bande de charge la plus proche. Et qui coûte cher. Il y a quelques camions, alors c'est pris ou pas dans notre assistance. Et ensuite, vous avez la possibilité, il y a quelques camions qui ont des générateurs, qui viennent avec des grosses batteries. Super. Mais ça va se développer, je pense, de plus en plus. Bon, ceci étant dit, surtout quand il fait beau comme ça, l'évolution de la charge est assez prévisible. C'est plus compliqué en hiver quand il y a du vent contraire et de la pluie ou des choses comme ça. On est rarement surpris par la consommation. Ça nous est tous arrivé, enfin moi jamais, mais je suis pas à l'abri, mais quand on était jeune conducteur de tomber en panne sèche. En panne sèche. Mais il y en a même qui se donnaient des objectifs d'arriver au plus bas de la réserve. Mais donc en fait, on peut jouer à ça aussi avec la voiture électrique, mais c'est sûr. Et ça va arriver. Sauf que le bidon d'essence c'est plus simple à manier que la batterie électrique supplémentaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça va arriver. On a des gens qui vont tenter d'aller au bout et en panne. Bon allez, on vous embrasse fort, Jérôme Arnaud. Oui, puis à dans 2 mois alors. Directeur général chez IES Synergie, Cocorico, maison française qui fait des bornes électriques du côté de Montpellier. Et bonjour à tous vos collaborateurs. Allez, à suivre, une question de Christiane que je vais vous lire. Ça concerne les camping-cars. Restez à l'écoute. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous continuons évidemment à vous donner la parole au 0826 300 300. Vous nous appelez aujourd'hui. C'est Jordan qui vous accueille au standard de Sud Radio. Question d'ailleurs qui est arrivée de Christiane qui nous a dit je préfère que Laurence pose ma question à ma place car je suis un peu timide. Sur le 0826 300 300. Vous êtes prêt, l'ami Jean-Luc ? Yes. Voilà, parce que pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, c'est une émission qui vous est consacrée également côté pratique des questions. Salut, nous dit Christiane. J'ai entendu la semaine dernière que vous parliez de camping-car. Pourriez-vous nous expliquer quel est l'avenir du camping-car ? Comment seront construits les futurs camping-cars ? Et si à partir de 2035, ils ne peuvent plus avoir de moteur thermique ? Moi, je dis très bonne question, Christiane. Moi, je dis très bonne question à laquelle il n'y a pas de réponse pour le moment. Parce que, vous le savez, les camping-cars sont construits sur la base de véhicules utilitaires et utilisent majoritairement des moteurs diesel. D'ailleurs, je crois aujourd'hui que la très grande majorité des camping-cars ont des bases Iveco avec des moteurs Iveco diesel. Donc demain, si en 2035 on dit on arrête la production de moteurs thermiques, plus de moteurs diesel. Alors l'alternative, c'est quoi ? Il n'y en a pas 50 000, c'est le moteur électrique. Sauf que le camping-car a déjà aujourd'hui un gros souci. C'est que normalement, avec un permis B, on peut conduire un véhicule jusqu'à 3 tonnes 6, 3 tonnes 5 ou 6, tiens d'ailleurs. Appel à tous nos amis sur la page Facebook. 3 tonnes 5 ou 3 tonnes 6 ? Voilà, ça va être étendu jusqu'à 4 tonnes 250, mais un véhicule électrique, c'est évidemment beaucoup plus lourd. Alors, il est prévu
il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place. Il est prévu que les batteries ne soient pas comptabilisées dans le poids du véhicule. Ça serait la solution pour arriver à faire des camping-cars à traction électrique. 3,5 tonnes, 3,5 tonnes. 3 tonnes 5, 3 tonnes 5. J'ai eu la réponse. Et 4 tonnes 250, c'est ce qui est dans le tuyau et qui devrait vraisemblablement arriver. Alors 4 tonnes 250, si on retire le poids des batteries, on va pouvoir s'en sortir pour faire des camping-cars électriques. Vous allez me dire, ouais, mais un camping-car, c'est fait pour aller loin. Donc avec des batteries, un moteur électrique, finalement, l'autonomie, ça va être un gros handicap. Eh ben non. Figurez-vous que l'essentiel des déplacements, c'est dans un rayon, moi ça m'a bluffé, parce que je me suis renseigné, c'est dans un rayon de 70 km. Donc 70 km avec un camping-car électrique, on peut parfaitement le faire. Et 2 fois par an, les camping-caristes vont beaucoup plus loin, donc ils font des grands trajets, mais eux, ils sont pas sur autoroute, donc ils sont dans l'exemple type qu'on vient de prendre juste avant. Ça veut dire que c'est déjà les vacances, le trajet, donc ils pourront très bien s'arrêter sur des aires de recharge et puis aller au restaurant, enfin faire ou manger ou s'arrêter manger, parce qu'eux ils ont l'avantage d'avoir la cuisine à bord, donc ils peuvent très bien s'arrêter à l'heure du repas, une borne de charge, et puis manger à cette borne de recharge. Donc l'avenir du camping-car, pour l'instant, il est extrêmement flou, mais parce que excusez-moi, mais on parle de l'hydrogène pour les camions, etc. Non, mais si, on parle de l'hydrogène uniquement pour les gros. Est-ce que ça pourrait pas être pour les camping-cars aussi ? Parce qu'on parle de l'hydrogène pour les poids lourds, etc. Alors, je vais vous redire ce que je pense de l'hydrogène. C'est une escroquerie, voilà. J'adore le taquiner, la dernière émission. Mais pourquoi vous dites ça ? Pourquoi je dis ça ? Parce que aujourd'hui, le problème, c'est pas les véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, ils marchent très bien. C'est la production de l'hydrogène. Alors, soit on le produit à partir du gaz naturel, ça a aucun intérêt écologique. Donc, pourquoi on ferait des véhicules à hydrogène pour l'environnement alors que ça émet autant de gaz à effet de serre ? Bam. Bon, voilà, 98% de la production aujourd'hui, c'est ça. Alors, on nous parle d'hydrogène vert. Ok, d'accord. L'hydrogène vert à partir de l'électricité. Oh, je voulais énerver là. L'hydrogène vert à partir de l'électricité, au final, le rendement, il est dégueulasse. C'est 30% de l'énergie de départ qu'on utilise dans le véhicule. Donc, vaut mieux charger une batterie. Où là, on va utiliser 80% de l'énergie de départ. Je vous promets, donc, c'est ridicule. Et d'ailleurs, vous avez, tiens, je prends un exemple, Opium, tout le monde s'est extasié sur cette voiture française. Bon, c'est une grosse escroquerie. Ils ont siphonné, les aides. Et puis aujourd'hui, la société va sans doute disparaître. Et en plus, les fournisseurs seront même pas payés. Donc, voilà, quand on vous dit que sur Sud Radio on parle vrai, on ne vous ment pas. Bon, en tout cas, super. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc, pour ces explications pour les camping-cars futurs. On ne sait pas encore trop. Et pour votre petit coup de sur le H... le H2. Le H2. Ça s'appelle comme ça. Pas le dihydrogène, parce qu'on dit hydrogène, mais en fait, c'est faux, c'est du dihydrogène. C'est comme dans le H2O, en fait, c'est le H2 qu'il y a dedans. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Oh, je vais vous faire plaisir pour la dernière heure. On va commencer avec le cas d'une Porsche. Ah, c'est bien ça. Ah, ça va mieux là, voyez, tout de suite. J'ai les mots pour le détendre, l'ami Jean-Luc. Et juste avant, ce sera bien sûr le retour de l'info. Sud Radio, on parle auto. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente... Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous allons bien évidemment vous accompagner jusqu'à 13h. Juste avant 13h, un témoignage fort d'une problématique avec une Dacia qui va nous permettre de répondre à plein de questions et surtout de vous apprendre peut-être pas mal de trucs qui vont arranger votre voiture pour cet été et après. Mais juste avant, on va parler des pneus Michelin. Oui, on va parler des pneus sans air. La Poste va les utiliser bientôt. C'est le fameux UPTIS de Michelin. Ça fait un peu science-fiction. Ouais. On aura Cyril Roger qui va tout nous expliquer. Il nous dira quand est-ce qu'on pourra en mettre sur nos scooters et nos mobilettes. Ouais, c'est top. Non, mais un pneu sans air. Oui. Il en manque pas, c'est cool. Peut-on partir en vacances en voiture ancienne ? Ça, c'est une bonne question. Hein. Bah ouais, c'est bizarre, je sais pas qui la pose. On verra ça avec un grand spécialiste qui est à la fois restaurateur, collectionneur, professeur, enfin il fait tout. Voilà, et on en parlera avec lui parce qu'il fait du rétro-camping en plus, ce monsieur. Et puis on aura la chance d'avoir un médecin avec nous, médecin nutritionniste, quand il fait chaud, surtout en voiture et surtout l'été. Que faire ? Médecin, pas un médecin. On aura Christian Recchia avec nous. Le médecin nutrectionniste. Dans une autre vie, il n'est pas tout seul sur la Terre. Il avait une émission sur une radio que je connaissais autrefois. Ouais. Je vois bien qui c'est, mais je pas de souci. Il est passionnant. Ah bah c'est bien. Il faudra juste arriver, comme on est une bande de bavasses, je sens qu'on a un réalisateur qui va s'arracher les cheveux à la fin de l'émission. Mais bon.
Oui, surtout quand on parle des problématiques de Dacia à la fin, il faut la garder celle-là. Allez, on perd pas plus de temps, on vous donne la parole tout de suite. Vous nous avez appelé au 0826 300 300. Salut Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Vous êtes au bord de la mer, Michel? Vous êtes où? Ah oui, je suis à Biarritz. Oh, c'est chouette. Quel temps là-bas? Oh, ben il fait beau, mais en fait, ce n'est pas le grand beau temps quand même. Ah, c'est ballot. Pas grave. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, il m'arrive que j'ai une superbe Porsche 911 Carrera 4S qui date de 1998, qui est en parfait état, qui n'a que 70 000 km. Et que vous voulez me vendre 15 000 €. Non, mais... non, pas pour l'instant. Bon, zut. Et alors, cette voiture à laquelle je tiens beaucoup, j'ai des ratés de moteur, etc. Donc, je l'ai amené chez Porsche, qui a diagnostiqué que ça venait des bougies, et que les bougies sur 2 cylindres s'encrassaient très rapidement parce qu'il y avait des rayures dans les chemises, ou tout au moins sur un cylindre, dans les chemises d'un cylindre. Alors, explication de texte là. Oui, alors là, il y a des remontées d'huile donc, dans le cylindre, et c'est ça qui encrasse les bougies. Alors, exactement. Alors, on me dit, la seule solution, il faut changer le moteur par un moteur neuf, alors qu'elle n'a que 70 000 km. Alors là, non, changer le moteur, là, ils exagèrent un petit peu. Il y a des gens qui refont très bien ces moteurs. En plus, si vous n'avez que 2 cylindres qui sont abîmés, peut-être... à partir du moment où on va réaliser un moteur, c'est-à-dire on va refaire, on peut rechemiser aussi le moteur. D'ailleurs, je ne sais pas sur votre modèle s'il y a des chemises ou si... c'est habillé ou pas? Bon, d'après ce que j'ai compris, ce serait chemisé. Oui. C'est chemisé. Ben voilà, on peut très bien changer 2 chemises et 2 pistons sur votre moteur. Ça vous coûtera pas le prix d'un moteur neuf. Il y a plein en France. Il y a beaucoup de spécialistes de la 911. Vous êtes dans le sud, il y en a quelques-uns. Je crois que les frères Almeras, je me souviens plus dans quelle région ils sont. Regardez, Laurence, oui, je fais ça, mon ami Jean-Luc. Les frères Almeras. A-L-M-E-R-A-S, qui refont donc de la Porsche. Oui, c'était des grands spécialistes Porsche. Almera frères, ils sont à Saint-Jean-de-Védas. Non, alors là, je les ai du côté de Montpellier, ça fait un peu loin de Biarritz. C'est de l'autre côté? C'est de l'autre côté, oui. Donc en fait, on va faire un appel à tous les auditeurs. Non, mais il y a des spécialistes Porsche qui peuvent vous faire ça sans avoir besoin de changer le moteur. En revanche, si effectivement le diagnostic est bon, vous n'avez pas d'autre choix. Là. Vous êtes passé par la case réflexion. Porsche me dit que refaire un moteur comme ça, rechemiser, ça coûte plus cher que de changer le moteur. Peut-être chez eux. Peut-être chez eux. Voilà, maintenant, il faut poser la question ailleurs. Hein. Ouais, non. Changer un moteur, non. Ah ouais, ça me paraît surtout qu'elle est parfaitement entretenue. Chez Porsche, elle est vidange, elle est comme neuve. Michel, excusez-moi, mais vous avez un haut-parleur du côté de chez vous, ou vous êtes un haut-parleur vous-même, ça fait écho. Il n'y a pas une association de porchistes, je n'ai pas parlé de porcherie, de porchistes du côté de Biarritz. Si, mais c'est justement dans ce garage que je suis allé, où je vais depuis 20 ans d'ailleurs. Et ils m'ont dit qu'il fallait que le fournisseur de ces moteurs se trouvait à Lyon. Alors écoutez, vous savez quoi, je vais poser la question à mon spécialiste Porsche qui s'occupe de ma 911 à moi, qui m'a été conseillé par des gens qui font que de la Porsche toute l'année, voilà. Je pense qu'il pourrait démonter une voiture avec un bandeau sur les yeux et vous la remonter dans la journée. Donc je vais lui poser la question à lui. Et s'il y a une adresse pour faire pas trop loin de Biarritz. Une adresse près de chez vous pour faire les travaux nécessaires, je vous recontacte, on va prendre votre numéro de téléphone et je m'occupe de ça et je vous rappelle. J'adore on va trouver une solution. Se greffe des ailes dans le dos. Écoutez, c'est très gentil à vous, je vous remercie beaucoup. Et j'adore votre émission que j'écoute tous les samedis. Et nous, on vous adore, Michel. Franchement, merci beaucoup. Merci, Michel. Bien. Et puis, allez, 16 000 €, voilà, ça sera. Non, mais il y a Bastien qui m'a dit, Laurence, t'as laissé passer. Ah oui, il a raccroché, Michel? Non. Au début, Bastien, il m'a dit, t'es passé à côté de la blague de Jean-Luc qui dit, vous habitez près de la mer, Michel. Pardon. Bastien était mort de rire. Moi, je l'avais pas sur ce coup. On vous embrasse et embrassez madame que l'on entend derrière. Merci beaucoup et puis on vous souhaite de bonnes vacances et venez au Pays-Bas. Merci Michel, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Alexandre qui nous dit, ce sont des spécialistes Porsche, ils font échange par moteur refait ou rénovation. Oui, mais on va lui trouver une solution, Michel, on va lui trouver une solution.
moins onéreuse que le concessionnaire Porsche qui lui change son moteur. Parce qu'effectivement, voilà. Bon, et puis amis Porschistes, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez si vous avez un très bon aussi spécialiste Porsche qui pourra trouver une bonne solution. Du côté de Biarritz, Saint-Jean, Bordeaux, on peut rester dans ces eaux-là. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez On parle auto dans l'objet de votre mail. Porsche, On parle auto Porsche et un petit mot sur le professionnel dont vous nous parlez. Allez, c'est parti. Maintenant, on va parler Michelin. Tiens. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Puis nous, on parle de Porsche, on manque pas d'air, on parle de pneus, on parle de Michelin. Uptis avec Cyril Roger, qui est expert innovation chez Michelin. Bonjour. Bonjour Cyril. Bonjour à tous les deux. Bon, le petit, c'est le... Alors, tiens, est-ce que c'est le pneu du futur, tiens, le pneu sans air ? Forcément, ça fait partie d'une des composantes en fait que Michelin imagine comme étant le pneu du futur, parce que ça permet de résoudre une équation qu'on n'a pas réussi à résoudre depuis plus de 130 ans. C'est la crevaison en fait. Plus de 20% des pneus dans le monde aujourd'hui sont démontés prématurément parce qu'ils ont crevé ou ils ont eu un dommage. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à résoudre pour l'instant. Donc, Uptis, ça fait partie d'un des éléments qui nous permettront d'imaginer le pneu du futur. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle, si je vous demandais de me décrire l'Uptis, ça se présente comment ? En fait, on peut dire que ça ressemble à un pneu dans lequel vous auriez enlevé les côtés et vous auriez remplacé les côtés par des ailettes à l'intérieur, en fait. Comme des rayons, en fait. Comme des rayons, voilà, comme une roue de vélo finalement, mais beaucoup plus moderne bien sûr, puisqu'à l'intérieur de ces rayons, vous avez trouvé une innovation majeure. C'est des millions de fibres de verre extrêmement fines et extrêmement souples qui permettent de porter la charge en fait du véhicule par ces rayons. Est-ce qu'on sent vous avez roulé déjà avec l'Uptis ? Ah bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on sent vraiment une grosse différence entre un pneu standard et un pneu sans air ? Alors pas du tout, et c'est vraiment ce qui est très très impressionnant, c'est que quand on commence à rouler en fait avec un Uptis, au bout de 2-3 minutes, en fait si on le sait pas, on sait plus du tout qu'on roule sur un Uptis. On a l'impression de rouler sur un pneu normal, voire quelquefois même un peu plus confortable. Il a tendance à absorber un peu plus, en particulier quand on roule dans les rues avec des plaques d'égout, des choses comme ça, c'est un peu plus confortable. Donc il a été conçu bien sûr pour amener exactement les mêmes performances qu'un pneu classique Michelin, c'est-à-dire tout ce qui est adhérence, donc la sécurité, les performances de type efficacité énergétique, et puis bien sûr sa résistance. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter les mêmes performances qu'un pneu Michelin, mais avec un pneu qui sera complètement increvable. Alors si on en parle cette semaine, c'est simplement parce que la Poste va expérimenter à grande échelle l'Uptis, donc les voitures des postiers. Il y a 40 voitures qui vont être équipées de Michelin Uptis. Dans quelle région, tiens, ceux qui veulent les voir Alors c'est dans le nord de la France, puisque la semaine dernière effectivement on a inauguré le démarrage de ce contrat avec La Poste, qui est un partenaire historique de Michelin, qui était très très intéressé par cette innovation, parce que leur postier bien sûr parcourt des millions et des millions de kilomètres, quelquefois sur des routes pas très faciles, donc ils sont pas mal exposés à la crevaison, et donc on leur a proposé de tester cette innovation, le Michelin Uptis, et donc à partir de la semaine dernière, voilà, on va commencer à équiper progressivement des véhicules avec La Poste, donc jusqu'à une 40aine, et ce sera un contrat qui durera à peu près 2 ans avec La Poste. Donc c'est un test, parce que le pneu en lui-même n'est pas encore homologué, vous ne pouvez pas le vendre pour le moment. Et non, parce que malheureusement, donc un pneu, ça a une certaine définition d'un point de vue légal, et en particulier, ça doit contenir de l'air sous pression. C'est ballot. C'est ballot. Et donc, effectivement, aujourd'hui, un pneu qui n'a pas de pression à l'intérieur ne peut pas être vendu. Donc, on a obtenu une dérogation du Centre national d'homologation des véhicules, en fait, ce qu'on appelle le CNRV, qui nous a donné une autorisation de rouler donc dans le nord de la France, autour de Douai, avec les véhicules à La Poste. Et c'est une première en Europe en plus. Ouais. Parce qu'il y a déjà des expérimentations aux États-Unis, c'est ça ? Alors nous, Michelin, on a fait des tests. En fait, on a fait aujourd'hui plus de 3 millions de kilomètres sur des Uptis, mais à titre d'essai Michelin, donc aux États-Unis, en Thaïlande et en Europe. Par contre, effectivement, d'un point de vue contrat commercial, on a une flotte qui tourne depuis le début de l'année à Singapour, là aussi sur des véhicules de livraison avec DHL, et puis donc une première en Europe, puisque là on a effectivement ces véhicules de La Poste qui vont être équipés progressivement de cette innovation à partir de la semaine dernière. Si l'expérience est concluante, on peut espérer avoir une commercialisation de l'Uptis quand ?
Alors, ce qu'on appelle commercialisation, donc ça dépend de quoi on parle. Nous, on a une cible prioritaire, bien sûr, ce sont tous les véhicules de livraison, puisque c'est là où on va apprendre le plus vite, en fait, puisque notre but actuellement, c'est une innovation quand même de rupture. Il faut imaginer, ça bouleverse tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le pneu, mais sur sa fabrication, etc. Donc, il faut qu'on apprenne le plus vite possible. Et les flottes de livraison, par les distances qu'elles parcourent, vont nous apporter ce retour d'expérience extrêmement vite. Et on envisage ensuite une commercialisation pour les véhicules, on va dire, de tous les jours, à partir de 2030, quelque chose comme ça. Ah oui, ça va. Ah oui, c'est pas tout de suite alors. C'est pas tout de suite, oui. C'est la haute technologie aussi, il faut toujours le temps de... Oui, voilà, il faut se rappeler, Michelin a inventé le pneu radial dans les années 40. Les premiers pneus radio qui sont arrivés aux États-Unis, c'était dans les années 70. Donc vous voyez, c'est un marché qui évolue extrêmement doucement aussi et qui n'aime pas forcément les ruptures technologiques telles que Michelin aime les apporter sur le marché. D'accord. Bon, écoutez, super. Donc ceux qui habitent dans le Nord, c'est quoi plus précisément les zones qui sont concernées par Alors en fait, cette expérimentation? C'est 3 zones de livraison, donc autour de Douai. Ouais. Et ce sont des véhicules jumper, des berlingots de la Poste. Donc des Citroën berlingots de la Poste qui sont équipés avec ces véhicules, avec ces pneus-là, avec les Michelin Optis. Et vive les Hauts-de-France. Voilà. Voilà. On vous embrasse. Merci beaucoup de toutes ces explications. Merci à vous et bonne journée. Merci Cyril. Merci au revoir. beaucoup. Cyril Roger, expert innovation chez Michelin, qu'on aura évidemment le plaisir de retrouver aussi la saison prochaine. Ça bouge bien du côté du pneu, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment... Vous imaginez si demain tout le monde a des pneus sans air comme ça, si vous voulez crever les pneus de votre voisin pour vous venger, voilà. Non. Eh ben non. Bon, on a dit 2030. Allez, en tout cas, on continuera de suivre l'évolution et l'actualité du monde du pneu dès la rentrée prochaine. Allez, à suivre. On parle auto, bien évidemment, et on va parler de Classic Car, mais pas seulement, puisque nous allons avoir Loïc qui a une question à nous poser. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous êtes avec nous aussi, puisque vous nous retrouvez sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nombreux et c'est toujours hyper agréable de vous avoir. Adil est là, il y a aussi Joël qui est avec nous. On a Joe, on a Stéphane évidemment, il est là dès le départ, on adore Stéphane. On a Sullivan qui est là également, etc. Vous êtes très nombreux. On a Jean-Luc en studio. Qui vient d'arriver, il a couru, est-ce qu'il essaie de chercher un verre d'eau? Non, je suis allé chercher le numéro de Michel pour le rappeler pour sa Porsche 911. Ah mais oui, très bien, parce que alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous à ce moment-là, on a eu Michel qui a un problème de Porsche et du coup, vous allez vous en occuper. Voilà. Et c'est très sympa. Allez, question auditeur, puisque c'est le moment à 12h20 au 0826 300 300. On accueille Loïc. Salut Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour à vous deux. Comment ça va? Bien. Ça va bien. Voilà, bien. Et pourquoi je dis bien? Parce que Loïc, il n'est pas d'accord avec moi. Et donc, j'aime bien quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Alors, il y en a eu quelques-uns sur l'hydrogène qui ont réagi sur la page Facebook. Ça a fighté, là. Non, mais sur l'hydrogène, je prends des paris. C'est pas compliqué. Ça fait depuis 1992 que je parie sur l'hydrogène. Je gagne à chaque fois. Okay, donc, je veux bien prendre des paris. Allez, ça me permettra de m'acheter une Bugatti en fin d'année. Quel est le cas de Loïc? On vous écoute. Jean-Luc, on va être d'accord à la fin, vous verrez, il n'y a pas de problème. Donc moi, c'était concernant les pneus neufs à l'arrière que j'avais une petite nuance à apporter. Oui. Je trouve que les voitures modernes sont souvent sous-vireuses ou neutres. C'est vrai. Et en tout cas, très, très faciles à conduire. C'est vrai. Et du coup, pour mettre les voitures d'aujourd'hui, pour les mettre en défaut, en respectant les limitations de vitesse, moi, je vois pas comment on peut mettre une voiture d'aujourd'hui en défaut. Alors, donc, on parlait si, parce qu'il y a les limitations de vitesse. Non, c'est vrai que les voitures aujourd'hui sont très sécuritaires et elles sont réglées. Je prends un exemple très concret. Une 205 GTI à l'époque, c'était une voiture très vive où vous aviez l'arrière qui était mobile. C'est une voiture qui, quand on roulait vite, fallait avoir quelques notions de pilotage. Vous prenez aujourd'hui une 208 même sportive, même ça n'existe plus. Voilà. Pardon. Ça existe, ça existe encore. Parce que vous prenez la puissance d'une 205 GTI, 115 chevaux aujourd'hui, voilà. La voiture de Monsieur Tout le Monde, elle est même plus puissante que ça. Et elles sont réglées pour être faciles à conduire. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de sous-vireuse, c'est-à-dire quand vous êtes un peu trop vite, c'est l'avant qui glisse et il suffit de lever le pied
et ça revient à la normale. Alors que quand c'est l'arrière qui part, si vous levez le pied, vous êtes en tête à queue. Donc c'est voilà. Même ceux qui ont un bonnet d'âne du volant, arrivent aujourd'hui à s'en tirer correctement, même avec des voitures, on va dire, un peu sportives. Donc je suis d'accord avec vous, Loïc. Sur ça, les voitures aujourd'hui sont vraiment réglées pour être neutres ou les 3/4 du temps, même 90% sous vireuse. Alors. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à mettre les pneus neufs à l'avant, notamment la sécurité en cas de freinage, sur le mouillé, en cas d'accélération, motricité, la direction, les sensations de conduite. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages de mettre les pneus neufs à l'avant. Ouais, alors ça, je suis d'accord sur le sec, mais sur le mouillé, pour avoir fait... c'est marrant, tiens, on aurait peut-être dû garder Cyril Roger avec nous, l'expert innovation Michelin. J'ai fait le test, moi, sur les pistes de Michelin à Ladoux. Donc j'ai fait le test avec une Opel Corsa, tout ce qu'il y avait de standard, où on a mis, dans un premier temps, les pneus neufs à l'arrière, pas de changement de comportement, et ensuite on a inversé, on a mis les pneus neufs à l'avant et les pneus usés à l'arrière, et sur la piste mouillée, je peux vous dire que c'était pas du tout la même. C'est-à-dire que la voiture est partie 2-3 fois en tête à queue en roulant à la même vitesse. Parce que l'idée, c'était pas de dire, c'était de dire on est à telle vitesse dans tel virage, etc., etc. Avec les pneus neufs à l'arrière, ça passait partout. Avec les pneus neufs à l'avant, j'ai fait 3 têtes à queue. Donc là, c'était vraiment l'expérience je dois mettre pour la sécurité les pneus neufs à l'arrière, que vous ayez une voiture qui soit traction ou propulsion, il n'y a pas un manufacturier qui vous dira le contraire. Alors, je conçois que je conçois que ce que vous avez dit. Alors, c'est vrai qu'avec les voitures modernes, si on veut jouer, si on est joueur et qu'on a envie que l'arrière soit un peu mobile et qu'on sait comment faire quand l'arrière part, parce qu'il y a ça. C'est-à-dire que on a maîtrisé le contre-braquage, qu'on sait qu'on va pas sauter sur la pédale de frein si l'arrière glisse. Ça peut être rigolo de mettre... On va peut-être pas dire ça le jour d'un départ en vacances où il y a plein de gens qui roulent là. Ça peut être rigolo. Bouchez-vous les oreilles, messieurs, dames. Voilà. Bon, alors il y a des ESP qui sont un peu permissifs. Vous avez sur certaines voitures à tendance sportive des ESP qui, suivant le réglage, vous permettent d'avoir une dérive du train arrière, par exemple. Sur une propulsion, il y a des ESP qui autorisent ça. Alors vous savez que j'ai fait changer mes pneus, moi, il n'y a pas si longtemps, il y a maintenant 2 mois. L'erreur a été faite, on me les a mis les pneus neufs à l'avant. Ouais. Parce que ce sont les pneus avant qu'on a changé. Bon, bref. S'ils ne veulent pas s'emmerder, c'est pour ça. On avait parlé avec Dominique Semfeld qui m'a dit: ah là là, Lolo, ramène-la, etc. Je n'ai pas eu le temps de la ramener et j'ai vécu un freinage extrêmement violent cette semaine. Sinon, je me prenais toutes les voitures qu'il y avait devant parce que ça a freiné brutalement et ma voiture s'est arrêtée. Boum! Oui, c'est une voiture moderne. Non, mais il n'y a pas d'incidence du pneu neuf devant ou derrière. C'était sur le mouillé que ça aurait pu avoir une incidence. Mais il y a des orages qui arrivent là cet après-midi. Sur le mouillé, bon. Bon, ok. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que le pneu avant, il évacue l'eau, et si le pneu avant est en meilleur état, le pneu arrière, il est quasiment sur du sec. Vous voyez ce que je veux dire, en ligne droite. Ouais, si vous avez les mêmes voies à l'avant et à l'arrière. Non, mais je comprends. Je comprends ce que vous... L'aquaplaning, en ligne droite, les gens disent je ne crains rien, je suis en ligne droite, et un aquaplaning avec les pneus avant usés, on va dans le décor. Ouais, mais enfin, un aquaplaning avec l'arrière qui part en aquaplaning, c'est pas beaucoup mieux. Et Jean-Luc, je crois que le meilleur, c'est quand même d'intervertir et de changer les pneus en même temps. Exactement, voilà. À mi-vie, vous intervertissez les pneus avant-arrière. D'ailleurs, si vous regardez le carnet d'entretien des voitures, ce que personne ne fait jamais, et c'est conseillé justement d'intervertir. Alors, il y a des voitures à mi-vie, VIE, à la moitié de la vie de mes pneus. Des pneus, vous intervertissez, et puis ensuite vous changez les 4 en même temps, puis voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et surtout d'être conscient de ce qu'on a aux roues, de savoir si c'est plus usé à l'avant qu'à l'arrière. Quand on le sait, on adapte aussi un petit peu sa conduite. Merci d'être intervenu à l'antenne. Voilà. Bon, merci Loïc, vous n'hésitez pas à vous rappeler, j'aime bien. Et puis c'est le côté... Il n'y a pas de problème. Souvent, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais vous m'écrivez, Loïc. Moi, j'adore pouvoir discuter. Je ne suis pas d'accord, mais c'est des nuances de passionnés. En réalité, on tombe toujours d'accord. Et en fait, il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc, moi, je trouve ça très bien. Et
puis ça permet aussi de donner des informations à vous deux, autant Loïc que Jean-Luc, pratico-pratique, aux gens un peu moins experts comme moi ou d'autres qui écoutent Sud Radio en ce moment. On vous embrasse fort, Loïc. Merci, merci, bonnes vacances à vous. Merci et puis Loïc, à la bonnes rentrée. vacances. Alors, peut-on partir en vacances en voiture ancienne avec des pneus neufs à l'avant ou à l'arrière? On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. On parle auto avec vous, bien sûr, jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Eh bien voilà, ça c'est une question que je me pose. Avec quoi partir en vacances? Ça sera forcément une voiture ancienne, puisque moi il y a un petit moment que j'ai décidé de changer ma philosophie de départ en vacances et de profiter du voyage comme des vacances déjà. Et en voiture ancienne, on redécouvre la France. Et on a avec nous pour en parler Jean-Marc Bougardier. Alors c'est un spécialiste, il est restaurateur de voitures anciennes. Il aura bientôt une société. J'en parle, hein, Jean-Marc, tant pis, un Retro Tech Farm, ça ouvrira quand? Voilà, ça ouvrira en septembre, octobre. Et ce sera quoi? Eh bien, ça sera un atelier de restauration de voitures anciennes, multimarques. Voilà. Et surtout à un endroit, alors là, pour le coup, vraiment dans notre cœur d'audience, puisque... dans le sud, oui. ouest. Et oui, dans le sud, bien caché. Et puis pour vivre au soleil, eh bien, si en plus on a une ancienne pour partir un peu en vacances avec, pour prendre le temps, pour rouler autrement, bah pourquoi pas? Parce que les vacances ici, c'est pas très loin. C'est où? Mais ce sera où alors? Ce sera où? Là où il y a des pruneaux. Ça sera à côté d'Agen. D'accord, très bien. Ah bah, il n'y a plus de bouchons quand on mange des pruneaux. Il paraît. Je vois que vous avez expérimenté. Bon, Jean-Marc, vous avez vous aussi expérimenté les vacances en ancienne. Vous avez même fait du rétro-camping, hein, c'est ça? Absolument. 30 ans de vacances en ancienne. Donc on apprend des choses à chaque fois. On a beau avoir de l'expérience, on en apprend tout le temps. Bon. Alors voilà. Et est-ce que c'est risqué de partir en vacances avec une ancienne? J'ai un copain hier qui me dit, bon, alors t'arrives quand? Je lui dis, bah écoute, je pars tel jour avec une ancienne, je sais pas quel jour j'arrive. Une ancienne voiture, pas une ancienne copine. Aujourd'hui, on pourrait parler que c'est un concept de partir en vacances en ancienne, mais il y a 30 ans, c'était pas, ou 40 ans, c'était pas un concept, c'était comme ça. Les gens partaient avec leur voiture. Ouais. Alors, c'est quoi la différence entre avant et maintenant? C'est que les voitures avant roulaient tous les jours. On allait au travail avec et on partait en vacances avec. Donc les autos étaient fiabilisées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'en entends souvent parler. Ah oui, je suis parti en week-end, je suis tombé en panne, mon week-end a été gâché. Mais c'est parce que les autos ne sont plus fiabilisées et elles sont stockées. D'accord. Alors c'est quoi les règles pour avoir une voiture justement fiable, une ancienne fiable? Eh bien, il faut rouler. Voilà, il faut rouler. Les autos ne sont pas en sucre. Voilà, elles peuvent rouler sous la pluie. Voilà, plus on roule, plus on a de chances de prendre du plaisir et de profiter de nos vacances. C'est un peu comme la clim, parce que Jean-Luc disait la clim, il faut la faire fonctionner de temps en temps. Il faut la mettre souvent, même l'hiver, absolument, même l'hiver. Pareil, les anciennes, il faut les faire fonctionner régulièrement. C'est ça. Et puis les vacances, c'est des jours comptés. C'est des jours comptés, donc faut pas se louper sans vouloir faire des rimes. Il y a une notion de plaisir qu'il faut conserver. Et puis voilà, le fait de rouler en ancienne, eh bien on partage avec les gens parce que les gens au feu rouge, ils vous parlent. Ah, mon père en avait une, mon oncle aussi, j'ai roulé dedans quand j'étais petit. Mais malgré tout, il faut penser d'abord à la sécurité. C'est-à-dire, il y a 4 points essentiels qu'il faut, et vous en parliez tout à l'heure, qu'il faut vérifier. Les pneus déjà, faut pas oublier que les pneus c'est l'interface entre le véhicule et la route. Donc vérifier le DOT, des pneus qui Alors le DOT, on va repréciser parce qu'on en parle souvent. C'est la date de fabrication des pneumatiques. Donc un pneu trop ancien, au-delà de 10 ans, on prend le risque d'avoir un pneu qui est sec et donc une mauvaise adhérence. Alors sur le sec et une patinoire sur le mouillé. Ok. Et puis on part en vacances souvent l'été. Il fait très chaud, les bitumes sont très chauds. Moi je me suis amusé avec un thermomètre de prendre la température des pneus. C'est incroyable quoi. On a des pneus qui dépassent les 50 degrés quand il fait très chaud et qu'on roule très vite. C'est pas bon. Les pneus qui sèchent se fragilisent et c'est comme ça qu'on éclate. Donc une sortie de route pendant les vacances, c'est quand même pas très agréable. Ouais, c'est pas terrible. Et puis quand il fait chaud, alors les anciennes ont des systèmes de refroidissement moins performants quand même que les voitures modernes. On est d'accord? On est d'accord, oui et non, parce qu'elles ont quand même des radiateurs en cuivre qui sont mieux que des radiateurs en aluminium. Alors ça, on pourrait lancer le débat là-dessus, mais l'aluminium dissipe moins bien la chaleur que le cuivre. Et puis de quelle ancienne parle-t-on d'abord? Une ancienne des années 40, des années 50, des années 60? À partir de quand
on décide qu'une voiture est ancienne. Oui, il y a ça. Alors, bon, on pourrait imaginer qu'on va dire voiture ancienne, à partir du moment où on peut avoir une carte grise de collection, donc au-delà de 30 ans. Mais les voitures du début des années 90, c'est des voitures modernes, on est d'accord. Puis on est dans les Youngtimers, ça fait plaisir à Cédric. Les voitures des années 80 et 70, on peut faire de l'autoroute. Celles d'avant, l'autoroute, c'est plutôt déconseillé parce que ça n'existait pas quand les voitures ont été conçues. Oui, mais de l'autoroute à 110, 120, il n'y a pas de problème. Si le circuit d'essence est correct, si l'auto est entretenue, si les durites sont pas sèches, si elles n'ont pas 20 ans, parce qu'on a tendance à l'oublier sur nos voitures. On a souvent, comme vous, plusieurs voitures. Les autos sont stockées, on en sort une de temps en temps, puis on a oublié que les durites, on les a changées il y a 10 ans, et une durite qui a 10 ans. Les durites d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes qualités que les durites d'il y a 25 ans et voilà, on peut avoir une durite qui craque parce que justement c'est l'été, il y fait chaud et puis que la voiture on va faire 500 km avec. Voilà. Bon, il faut penser aussi, ce qu'on ne fait plus du tout, avoir une trousse à outils dans le coffre. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune voiture moderne avec une trousse à outils. Et éventuellement 2-3 pièces de rechange. Qu'est-ce qu'il faudrait? L'idéal, ça serait quoi, tiens, d'avoir comme pièce de rechange dans le coffre de son ancienne? Une auto bien entretenue ne nécessite pas déjà un magasin de pièces, parce que quelle pièce va tomber en panne? On n'en sait rien. Donc il faut déjà une caisse à outils primaire, une caisse à outils qui va avec la voiture. Si vous avez une voiture américaine, il faut des clés en pouces. Si vous avez une voiture européenne, des clés millimétriques. Ça, c'est la première chose. Et de regarder quel type de clé. Est-ce que c'est du demi-pouce? Est-ce que c'est une clé de 13 ou du 12? Une japonaise n'est pas pareille qu'une allemande, ni qu'une française. Donc, à vérifier avant de partir. Ce qu'on peut emmener dans la caisse à outils, ce sont des pièces qui ne prennent pas beaucoup de place. Parce qu'encore une fois, le poids, c'est l'ennemi numéro 1 du déplacement. On peut prendre par exemple des vis platinées condensateurs. Condensateurs, c'est un truc qui crame assez régulièrement parce qu'ils sont chinois maintenant, les condensateurs. Toutes les vis platinées n'ont plus de platine. Quand on achète une vis platinée neuve aujourd'hui, au bout de 500 km, elle est rincée. Donc c'est soit on passe en allumage électronique et puis on se garde l'allumeur d'origine dans le coffre, ça prend pas beaucoup de place. Ce qui est pas mal, c'est de faire comme pour les voitures de course ou les voitures de rallye, d'avoir une deuxième bobine dans le compartiment moteur. Vous avez un problème d'une bobine qui chauffe trop, sur l'autre. On nous dit un bidon d'huile dans le coffre sur la page Facebook de Sud Radio. Parce que c'est vrai que ça va consommer un peu une voiture ancienne. Ah oui, un bidon d'huile, bidon d'eau de refroidissement, mais j'espère qu'avant de partir, quand même, on fait tous les niveaux. C'est le minimum de choses à faire avant de prendre la route. Regardez déjà autour des durites partout, s'il y a des fuites, ça c'est quand même un signe avant de partir. Bon, super, merci de ces Vous partez en vacances aussi en voiture ancienne? Absolument, mais moi je suis déjà en vacances. Oh là là. Et laquelle? Là, on devrait partir en 240Z, en Nissan Datsun. Ok, très bien. Ça c'est fiable. Ça c'est plutôt bien. C'est fiable, c'est japonais, on vous embrasse. Ça roule bien. Merci. Merci Jean-Marc. Au revoir. Au revoir. Jean-Marc Bougardier, qui est spécialiste et restaurateur de voitures anciennes, et donc RetroTech, TECH, Farm, F-A-R-M. On est un petit peu en avance, ça va ouvrir bientôt. On en parlera, quand ça va ouvrir. Oui, mais on n'est pas beaucoup en avance, on y va là, parce qu'après on va en parler médecine, nutrition et chaleur. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous êtes nombreux sur les routes de France aujourd'hui à être partis. Il y a des bouchons un peu partout, vous le savez. Et en plus, il fait très chaud. Alors, que faire pour la chaleur en voiture? C'est une question que l'on pose que faire même pour les longs trajets en voiture tout court, même quand il fait pas très chaud. Et toute l'année, on va dire. Est-ce que la tartiflette bien arrosée la veille au soir, c'est une bonne idée? Non, mais par en plein été. Christian Rekia, bonjour docteur. Bonjour Sud Radio, bonjour à tous les deux. Mais là, je reconnais bien Jean-Luc, là il est gourmand. Et dites aux auditeurs qu'il est onctueux et qu'il va falloir faire un petit régime. Non, il est généreux. Et la générosité, je savais qu'il y avait un risque à vous demander quelque chose, Christian. Docteur Christian Rekia, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu l'ami Jean-Luc. Je vous invite à venir nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio. Eh bien, je vais faire donc une palpation visuelle. Ça sera au moins un examen clinique sérieux. Alors, nutritionniste, l'ami coquin, drôle et nutritionniste. Bon, Christian, alors, avant un long voyage, en plus avec des grosses chaleurs de l'été, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à ce voyage? Dormir. D'abord, partir en étant reposé,
Ça, c'est le premier point. Partir en ayant programmé des choses très simples, c'est un arrêt toutes les 2 heures à 2 heures et demie, même si on est seul. Surtout si on est seul. Si on est accompagné, c'est plutôt toutes les 1h30, vraiment toutes les 2 heures, c'est obligatoire. C'est pas un peu exagéré, ça, quand même? C'est pas exagéré, parce que concrètement, quand on a des enfants qui sont fatigués, quand on a des vessies à vider, quand on a de la chaleur, quand on a de la Vous en avez plusieurs, vous, des vessies, docteur? Pardon. Oui, j'ai eu plusieurs enfants en même temps, et croyez-moi, c'est pas forcément très simple quand on a un voyage à faire et qu'on ne connaît pas, surtout quand il fait très chaud. Alors d'abord, il fait chaud, c'est bien, parfait, c'est l'été, mais la climatisation ne doit pas être en dessous de 5 à 7 degrés, en dessous de la température, s'il vous plaît. Donc, là, il va faire 34, soyons très factuels, il va faire 34, donc je mets à combien? Allez, je tolère jusqu'à 25, 26, 27, mais surtout pas en dessous de 23. 25. Mais pourquoi, docteur? Parce que, excusez-moi, mais on est souvent à être à 20 degrés. Trop grande différence de température, et quand on sort, eh bien évidemment, il y a un choc qui s'opère, et puis ensuite, lorsqu'on est à 20 degrés, on est absolument perturbé, on perspire plus, on perd de l'eau. Si vous avez des animaux dans la voiture, les animaux se déshydratent autant que les humains, donc il faut bien comprendre que l'hydratation est l'élément moteur de la route. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans la voiture, il faut boire 1 verre d'eau toutes les heures à 2 verres d'eau toutes les heures dans l'auto. C'est important, c'est de ne pas arriver déshydraté. Le chauffeur sera en mesure d'être concentré parce qu'il aura un niveau d'hydratation correct. Et puis, le grignotage sur l'auto, alors j'en parle. Aujourd'hui, vous me titrez comme nutritionniste, c'est parfait, c'est mon premier métier. Aujourd'hui, je suis président d'une association de prévention nationale à l'Académie de médecine, avec l'Académie de télémédecine. Eh bien, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, nous faisons tous et toutes, et nous avons tous fait la même erreur, c'est quand on prend la voiture, on a des sucreries avec soi, alors qu'il faudrait avoir la capacité de dire, on boit de l'eau, on s'arrête toutes les 2 heures et on a un sandwich jambon beurre, on a un sandwich poulet tomate, on a un donc sandwich la barre des protéines. Un coup de barre, machin chouette et ça repart, c'est pas une bonne idée. Mais docteur Christian Recchia, je suis pas sûr que ce soit une majorité, peut-être quand on a les enfants, mais quand on n'a plus les enfants, est-ce que toi, l'ami Jean-Luc, tu as des sucreries dans ta voiture? Non. Alors moi, je parle pour ces familles qui ont des enfants. Alors évidemment, quand on a la maturité comme Jean-Luc, qui est très largement au-dessus de 70 ans, donc là, évidemment, je sais qu'il est tout à fait raisonnable et que Jean-Luc a été formé par un certain Christian Recchia, donc il fait très attention. Alors, comme c'est un petit peu, excusez-moi, je parle de ça, docteur, je parle de ça parce que c'est important. Docteur, parce que, juste, ça fait un peu privé de joke là, ce que vous êtes en train de vous dire. Donc j'explique à mes amis auditeurs et auditrices et tous ceux qui sont avec nous que vous connaissez de longue date. Voilà, sur une autre radio. On se connaît depuis une quarantaine d'années. D'où la taquinerie. Alors pas de sucrerie, on est d'accord, que ce soit pour les adultes ou les enfants, c'est pas une bonne idée. Oui, voilà, absolument. Et les boissons sucrées, la boisson énergisante, là, le truc, on va pas donner de marque, mais tout le monde y parle. Ça fait sécréter inutilement de l'insuline. On boit de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Et puis ensuite, on s'arrête pour déjeuner. On essaye quand même de garder l'horaire du petit déjeuner, l'horaire du déjeuner et l'horaire du dîner. Eh bien, on boit de l'eau et on peut, entre guillemets, exceptionnellement, grignoter des protéines. Ça, c'est l'élément majeur. J'ai une question. La veille de notre départ, ou on va dire si on part très tôt, genre 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin, qu'est-ce qu'on met dans notre petit déjeuner pour tenir? Plus de protéines? La veille du petit déjeuner, c'est le petit déjeuner des coureurs cyclistes du Tour de France, c'est-à-dire un maximum de repas équilibrés, très peu de sucre, par exemple des œufs sur le plat si vous les supportez, par exemple du pain, du beurre et puis une tranche de saumon fumé, par exemple concrètement du fromage. Donc l'idée, c'est de bien déjeuner et ensuite de ne pas donner trop de liquide aux enfants, parce que c'est vrai que les enfants peuvent être perturbés par la chaleur de la voiture, par les tournants, par différentes choses, et ça permet d'éviter les soucis. J'aurais aimé, si vous le permettez, puisque j'ai l'honneur d'être à vos côtés, mesdames et messieurs, c'est de faire en sorte, quand vous allez arriver là-bas, en vacances, n'allez pas plonger immédiatement. Ça, c'est une grave erreur que beaucoup de gens réalisent. Le choc thermique est... Quand vous êtes en vacances, la première journée, il faut bien dormir, bien se réveiller, se détendre, et puis faire attention à 3 choses. Si vous êtes au bord de la mer,
cette année, à cause des émeutes, il va y avoir moins d'humains qui vont contrôler les baignades, les CRS. Alors, attention, cette année, il faut être vigilant. Et je dis à ces parents, vous devez être à 1 à 2 mètres maximum de vos enfants. Évitez de bavarder avec les copains sur la plage et les enfants à 30 mètres, c'est pas possible. Deuxième point majeur, l'exposition au soleil. Pardonnez-moi de vous interrompre, j'en ai pour 2 heures. Oh non, ça va pas être possible, là, on est en vacances bientôt, nous. Voilà, très bien. Ensuite, concrètement, l'idée, c'est la peau. Pardon, je suis péremptoire, il le faut. Pas d'exposition au soleil de plus d'1 quart d'heure la première journée, et si possible après 16 heures. Alors je sais que Jean-Luc, chaque fois que j'exprime comme ça, il me fait des gros yeux, il dit « Christian, il y a la famille, etc. » Oui, très bien, mais s'il vous plaît, le soleil devient un toxique majeur. 3e point majeur, les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil pour les petits-enfants, les lunettes de soleil pour les adultes, et quand vous êtes sur l'eau, sur un bateau, alors là, absolument, lunettes de soleil obligatoire. Et puis casquette. Dernière question de la Une seconde, on n'a pas parlé du café. Le café, c'est utile pour le trajet des vacances ? Ouh là là, oui, le café et le thé sont des stimulants neurologiques remarquables. Pour le chauffeur, ça vous remet en état neurologique normal. Alors, pas de boisson avec des stimulants dedans, vous voyez ce... Oui, on comprend de quoi vous parlez. Un très bon café, et à partir de là, eh bien oui, Grand-mère sait faire un bon café. Bon, voilà. Voilà, ça c'est fait. Docteur, on peut vous embêter tout l'été parce que je vais avoir la chance de présenter une émission qui va s'appeler Sur les routes de l'été. Et je pense que de temps en temps, un nutritionniste... oui, mais pas que ça. Madame, pas de temps en temps. Tous les jours. Ok, rendez-vous est pris. C'est une prescription que nous pouvons nous réaliser. Envoyez-moi votre numéro de téléphone, je vous appelle tout à l'heure. C'est une bonne façon de draguer. Moi, on m'avait jamais fait ça comme ça. Allez, je vous embrasse, docteur. Merci Christian. Merci Jean-Luc. Je constate qu'à ta voix, t'as beaucoup rajeuni depuis que tu es à côté de madame. Voilà, c'est ça. Et madame s'appelle Laurence, docteur Christian Réquia. Je vous embrasse. Alors, à tout à l'heure, Laurence. À bientôt. On vous Merci, embrasse. au revoir. Salut. Au revoir. Sud Radio, on parle auto. Allez, tout de suite, on va parler de ce qu'on vous annonce depuis le début de cette émission, d'une problématique vécue par quelqu'un sur la Dacia et qui va servir également au plus grand nombre. Il est avec nous, c'est Thomas qui nous rejoint sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Alors vous nous avez écrit, parce que vous avez vécu, surtout votre maman, une histoire un peu abracadabrante avec une Dacia. On vous demande de nous expliquer, voilà, une Dacia Duster. Sinon il y a plein de gens qui se disent, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver. On vous demande de nous expliquer ce qui s'est passé. Alors on est parti en vacances il y a quelques temps avec ma mère et mon frère à Bordeaux. Sur la route pour nous rejoindre sur place, ma mère a utilisé son Duster et sur la route déjà à 2 reprises, elle avait eu la sensation que le moteur de sa voiture s'emballait au niveau du compte-tours. Lorsqu'elle appuyait sur l'accélérateur, la voiture répondait pas, particulièrement entre la 3e et la 4e, impossible d'accélérer. Puis ensuite la conduite a repris, elle est arrivée à Bordeaux, elle nous récupère, nous voilà partis sur la route et en route, la pédale d'embrayage s'est brutalement enfoncée et bloquée. Aucune vitesse pouvait plus être passée. On réussit à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Ma mère appelle son assureur, la Matmut, pour demander de l'aide. On a un véhicule de sécurité, on a un dépanneur qui nous conduit au garage le plus proche, Renault da Silva à Tresse. La Matmut, elle nous a mis taxi et voiture de loc à disposition pendant quelques jours. Et au retour de vacances, quand maman est rentrée chez elle, elle est allée dans la succursale Renault Dacia, là où elle va habituellement et où elle avait acheté sa voiture début août 2021. Et là, quand elle demande un véhicule de remplacement, on lui répond que ça les concerne pas et qu'il fallait appeler Renault Assistance, ce qu'elle fait. Et quand elle les a au bout du fil, surprise, on lui répond que Renault Assistance ne peut rien faire car elle est toujours sous garantie et c'est d'abord par eux qu'elle aurait dû passer plutôt que par la Matmut. Sauf que personne ne lui a jamais parlé de cette obligation et je viens de vérifier, ça n'est pas marqué dans les conditions de garantie constructeur. Alors, va au moins servir à tous les gens qui nous écoutent. Elle est réparée la voiture ou pas rapidement? Non, la voiture est toujours immobilisée. Alors il y a deux choses. On commence par la première. Vous tombez en panne avec une voiture sous garantie, vous avez normalement dans la boîte à gants le carnet de garantie du constructeur et vous appelez l'assistance du constructeur. Alors je sais qu'on a tous le réflexe de se dire tiens, on va appeler l'assurance. Non, parce qu'une fois que l'assureur a pris en charge la voiture, effectivement,
n'importe quel constructeur, c'est pas que Dacia, tous les constructeurs vont se dédouaner en disant mais attendez, c'est normalement vous devez appeler le constructeur. Alors, je suis très étonné que dans les conditions de garantie, l'utilisation de l'assistance Dacia ne précise pas qu'en cas de panne, c'est eux qu'il faut appeler. Je les ai sous les yeux, il y a 3 pages, conditions de garantie constructeur, et ça n'est pas précisé. J'ai encore vérifié. Vous avez vérifié dans le carnet d'entretien de la voiture ? Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas vous le garantir. Il faudra vérifier dans le carnet d'entretien. En général, le carnet d'entretien, il reste dans la voiture et c'est indiqué dans le carnet d'entretien. Personne ne lit jamais ça, je suis d'accord. C'est qu'en plus, on n'est pas au courant. C'est-à-dire que moi, j'ai une voiture qui n'est plus sous garantie depuis un an. En toute logique, quand vous prenez, vous allez chercher votre voiture chez le concessionnaire, il vous fait le tour de la voiture, il vous explique comment ça marche, comment ça démarre, etc. Et il doit vous dire ça. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il fait mal son boulot. Mais là, ça n'a pas été dit à ma mère, parce qu'elle m'a confirmé encore ce matin. Alors, bon, ça, premier problème, mais malheureusement, vous ne pourrez pas revenir dessus, c'est trop tard. Ça, c'est aberrant, parce qu'en plus de faire appel à une assurance, c'est quand même professionnel, on n'a pas touché ou abîmé la voiture. C'est fou. Vous ne pourrez pas avoir gain de cause dans ce cas-là, puisqu'ils diront, écoutez, c'est pas nous qui l'avons pris en charge. Voilà, fin de la discussion, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ensuite, l'autre problème, qui est lié visiblement à la commande d'embrayage de la voiture, puisque quand votre mère accélérait en 3e, 4e et que le moteur se mettait à patiner, bon, le moteur lui répondait bien, c'est juste que la transmission derrière se faisait mal, donc l'embrayage patinait. Pour quelle raison? Si vous me dites que la pédale en plus après s'est enfoncée, c'est à mon avis le système de commande hydraulique de l'embrayage qui est tombé en panne. Mais je vais pas dire... Alors, déjà, le Duster n'est pas... c'est un diesel, hein, c'est ça? Oui, le Duster, alors d'ailleurs qu'il soit en diesel ou en essence de dernière génération, n'est pas sujet à des pannes d'embrayage. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pas courant du tout. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu une fuite sur le système de commande d'embrayage, parce que c'est hydraulique, une fuite de liquide, ce qui fait que... Le liquide, ne pas confondre avec le liquide. Oui, non, mais c'est un liquide, le liquide. Mais bon. D'ailleurs, c'est une marque, on ne devrait pas dire ça. Voilà. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien, il faudrait qu'on puisse vérifier sur la voiture, mais ce qui m'étonne, c'est que l'auto est tombée en panne il y a plus d'un mois, c'est ça? Oui, c'est ça, début juin. C'est des pièces hyper courantes. En plus, je vais vous le dire, comme je le pense, ça vaut que dalle, quoi. Un embrayage complet sur un Duster, ça vaut 200 €. Le système de commande complet émetteur-récepteur, ça doit être un petit peu moins cher que ça. C'est des pièces qu'on trouve sur toutes les Renault, toutes les Dacia. Donc, il y en a pléthore. Il y a, je sais pas, doit y avoir au moins 6 ou 7 fournisseurs qui fabriquent ces pièces-là. Que votre mécanicien n'ait pas eu la pièce de rechange pour faire le remplacement. Depuis un mois. Depuis un mois, ça me paraît complètement dingue. Alors, du coup, je peux faire quoi? Alors déjà, ce que moi je vais faire, c'est que avec tous les éléments que j'ai là, moi je vais voir auprès de Dacia France si déjà on peut recoller le truc du début de la garantie. Voilà. C'est ce que nous dit Stéphane. Alors, après, méconnaissance par manque d'information. Donc il y a un manque d'information. Oui, mais après, est-ce que c'est l'embrayage lui-même qui est en panne, enfin qui est usé? Elle a 60 000 km, hein. Donc un embrayage, ça peut être usé à 60 000 km. Pourquoi? Une butée d'embrayage, parce que vous démarrez en côte en faisant patiner. Quand vous démarrez du feu rouge, vous faites patiner. Au départ, on avait parlé avec Laurence de la butée d'embrayage. La butée d'embrayage, vous restez au feu rouge avec le pied appuyé sur l'embrayage, vous usez la butée d'embrayage. Voilà, donc on lève le pied. Voilà, donc vous passez au point mort, vous levez le pied quand vous êtes au feu rouge. Vous ne laissez pas le pied appuyé en permanence sur l'embrayage. Donc un embrayage, ça peut s'user en 60 000 km. C'est un peu prématuré, mais ça peut s'user. Et comme c'est considéré comme une pièce d'usure, la garantie ne s'applique pas sur l'embrayage. Maintenant, si c'est le système de commande hydraulique de l'embrayage, ça, c'est pas une pièce d'usure. Donc là, ça doit être pris en garantie par le constructeur. Donc il faut revenir au truc de début, prise de garantie et remplacement de ces pièces-là. C'est pas du tout cher. C'est ça qui m'étonne, c'est qu'à la fois c'est pas cher, c'est hyper courant, c'est n'importe quel mécano est capable de vous faire ça en 1 heure. Parce que là, la voiture, elle est pas à côté de chez vous, c'est ça pour conclure? Non, nous on est du côté de Nantes et on était en vacances du côté de Bordeaux. Donc il va falloir retourner la chercher, donc là aussi il va y avoir des frais, bon évidemment c'est inhérent à tout le monde. Donc du coup, l'ami Jean-Luc, vous appelez Dacia? Je vais appeler Dacia, je vais voir avec eux pour la prise en garantie, et si c'est effectivement le système de commande hydraulique de l'embrayage
l'embrayage, ça sera pris en garantie. Si c'est l'embrayage lui-même qui est usé, malheureusement, ça sera, et le garage vos frais. Mais ça c'est pas trop, ça coûte pas rien. trop élevé, mais le problème c'est que le garage lui dit qu'ils n'ont pas la pièce. Alors là, je comprends pas. Bon, on s'occupe de tout ça hors antenne. Eh ben super, merci beaucoup. Et bonnes vacances en tout cas. Nos amitiés à votre maman. Oui, bonnes vacances Thomas. Eh ben c'est gentil, passez un bon week-end. Merci à vous. Allez, c'est terminé nous pour cette saison. On se retrouve en septembre alors. Oui. Avec plaisir, avec désir, avec envie. Même motif, même punition. Ça roule. Moi, j'adore ces punitions-là. Non, allez, merci à tous ceux qui nous ont suivis toute l'année, évidemment, particulièrement aussi sur ceux qui réagissent sur la page Facebook de Sud Radio. Merci à Ouche, à Stéphane, également à Sullivan, à Christophe, à Pierre, à Didier. Enfin, vous êtes super nombreux. Il y a une femme ou deux, mais c'est quand même essentiellement masculin. Bel été à vous. Oui, merci Madame Laurence. Alors vous restez, Oui, à partir du 17. Ouais. Du lundi au vendredi, ça s'appelle Sur les routes de l'été. Et on parlera de l'été et de vous. Allez, merci Maman Bastien, bonnes vacances et merci à Jordan au standard. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.